Bonsoir à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live pour l'annonce comité, comme d'habitude. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Pas ici, c'est là. Pardon, il y a deux webcams. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Merci Oni pour l'abonnement, pour ton 8e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Merci à toi. On est... le son là, il est bon là. Bonsoir à tous. Du coup, on a l'annonce ce soir comité. On devait avoir personne. On aura un membre juste en off. Juste auditivement. Donc il restera pas très longtemps juste pour parler un petit peu de l'annonce. Et puis après, on pourra discuter avec les membres de ce soir. Les invités de ce soir. Vous avez évidemment donc tous les liens qui sont intéressants pour vous à ce moment-là. Donc évidemment l'exclamation comité. Il ne serait rien évidemment, vous avez le site, le Discord du comité, comme ça vous pourrez suivre. N'hésitez pas, c'est à refresh, c'est à 20h, donc on va y arriver très vite avec le retard, désolé. Vous avez l'annonce qui va arriver à ce moment-là. Et vous avez également leur Discord. Si jamais vous voulez voir évidemment tout ce qui va se passer, mais vous pouvez pas rester, parce qu'évidemment on est en début de semaine et logiquement le reste du temps il y a le travail, l'école, je sais pas quoi d'autre. Vous avez le YouTube des chroniques, j'en parle maintenant, avant qu'il soit trop tard. Vous avez du coup le replay sera dispo samedi, pardon. Excusez-nous, j'allais dire mercredi, mais non. C'est samedi. Pourquoi samedi? Parce que ce week-end, c'est les avant-premières. Et donc du coup, on sort les tops. C'est là toujours. Excusez-moi, j'ai les deux webcams qui fonctionnent. On a les tops en ce moment. Et du coup, il fallait faire un choix, je suis désolé. Les tops auront lieu le mercredi, comme ça les gens ils peuvent savoir ce qui est intéressant à récupérer pour le duel commandeur ou le commandeur. Donc vous aurez le replay YouTube à ce moment-là. Évidemment, si vous avez un Prime ou un abonnement Twitch, évidemment, à la chaîne, vous pouvez évidemment regarder directement après le live. Voilà. On va pouvoir du coup aller discuter vite fait avec les invités. Et après, on appellera le membre du comité qui est présent avec nous pour discuter de ça. Bonsoir à vous trois. Excusez-moi pour pas avoir vérifié mes settings. Bonsoir à tous, on est 114 ce soir, voilà, pour l'annonce. L'annonce arrive incessamment sous peu, et nous sommes avec Soul Sony, Domino et Nicolas Preil. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et non, grand plaisir, en plus j'ai l'occasion de t'avoir. Je peux comprendre que c'était compliqué le samedi, le lundi soir, donc... Ouais, c'est plutôt compliqué, et tu m'as demandé hier, je crois, et exceptionnellement je peux ce soir, donc ça tombait bien. Non, je t'ai appelé ça il y a un mois, on a peaufiné ça ensemble, c'était réglé comme du papier à musique, évidemment. Oui, on n'a pas du tout géré à la dernière minute, non. Pas du tout, et c'est évidemment pas encore ce qui se passe avec notre 4e membre qui va venir incessamment sous peu. Il est 20h. Alors, Nicolas, Domino, Oni, juste avant le live, juste avant les reveals, le live on y est. Vous, ce soir, c'est quoi pour vous votre pronostic? Rapidement, puisque l'annonce va arriver très vite. C'est assez évident que ce sera No Change, je pense. Ouais, pourquoi pas. En même temps, il y a des trucs qui sont, discutés par la communauté. Oui, absolument. On a la communauté tchèque qui parle de Goblin Recruiter, on a la communauté française qui parle de Breach. Il y a plein de sujets, il y a effectivement, je lis dans le chat, Daily Relic, Flawless, Yoshimaru qui a été unban et qu'on voit comme un tyran, etc. Il y a des choses à discuter, mais actuellement le format n'est pas du tout en danger, donc je m'attends pas à voir de ban ce soir. Pas d'unban en particulier non plus, éventuellement des changements, mais ça serait plus une surprise. Le comité qui profiterait du fait que on a 6 mois de calme depuis cet été avec le ban de Minskin Buu, l'unban de Yoshimaru, et depuis c'est très très calme. À voir, est-ce que c'est le terrain qui est propice à des changements? Mais sinon, il n'y a aucune urgence et le format ne s'est jamais aussi bien porté depuis 5 ans. Oui. Nicolas, quelque chose à redire? Non, moi j'espère des unbans parce que je suis toujours pour ça. Par exemple, de cartes comme Arden, comme Baral ou comme Serra Sanctum. Parce que Serra Sanctum, ça a banni Panglacer Wurm et je suis beaucoup trop triste maintenant de plus pouvoir jouer de plus pouvoir voir Oni jouer cette carte. Donc il la pioche aussi après, hein. C'est pas dit que c'est pas parce que c'est dans son deck qu'il la pioche qu'il faut qu'il la joue tout le temps.
Il joue tout le temps. Et il a fetch, donc c'est je le l'ai but fait, du je fonctionner sais trop seulement. bien. Encore plus haut. D'ailleurs, encore GG pour cette belle performance. Yes, merci. Mais ouais, Panglet Silverworm, ça me manque de ouf de plus pouvoir la mettre sur MTG Top 8, quoi. On est en 2023, nouvelle année, nouvelle Panglet Silverworm à mettre sur le site, quoi. Ouais, quand même. Tu auras d'autres occasions, je pense. Je rappelle. Mettre au moderne. Moi, j'ai eu une demande pour Polymorph. Alors, on en discutera. Que ça sort. On en discutera après des choix à votre avis de plein de choses. Mais pour l'instant, bon, ça reste globalement un autre change à part 2-3 choses. Yoshimaru, Comet. Pas plus. Quoi. Ouais, ça a été discuté tout ça, mais je pense pas qu'il y ait nécessité d'un ban. J'en parlais ce matin, je crois, sur le stream de Valet PL. Enfin de PL du coup, qui faisait un report de tournoi et disait oui, il faudrait peut-être ban Comet parce que c'est full random, etc. Mais en même temps, ça changera rien à la structure du format, ça changera rien au deck qui le joue pas, il peut remplacer ça. Enfin, tu as un autre drop 4 un peu costaud et entre guillemets ça fait pareil, enfin ça remplit la fonction. Je dis oui, mais du coup, si c'est un ban OSEF, est-ce que c'est un bon ban? Parce que si c'est un ban dont tout le monde se fout à la fin et que ça change rien, faut pas le ban. Après, il y a le côté gameplay, frustration, etc. qui peut rentrer en compte. Pas quelque chose que le comité prend souvent en considération jusque-là, donc faudra voir. Je pense que l'intérêt plus important, c'est pas la frustration. On joue à Magic, il faut accepter, je pense, d'être frustré quand on joue. Tout simplement parce que ça reste un jeu de variance, donc faut accepter ça. C'est plus le problème stratégique et que c'est difficile de jouer autour de la carte et de ne pas pouvoir prévoir ce qu'elle va faire. C'est ce qui est plus problématique dans la carte. Je pense que c'est son intérêt stratégique. Mais si c'est uniquement pour la frustration, je pense que c'est pas très intéressant de bannir une carte pour cette raison, parce que ça ouvre beaucoup trop de portes pour la suite. J'en profite dans le chat, si vous avez des questions, vous avez envie qu'elles ne soient pas perdues dans le flow, vous avez le Discord, du coup. Vous avez un salon qu'on ouvre à chaque fois pour les annonces, spécialement pour les annonces. Donc c'est les questions, discussions live. N'hésitez pas à poster des questions à cet endroit-là pour que ça reste et on pourra comme ça les voir et les retenir et pas les oublier. Absolument. Pour le moment, pas de incroyable, le comité est en retard sur... Ou alors ça a changé d'heure. Non, en fait, c'est parce que le comité désormais ne fait plus l'annonce à 20h, mais fait l'annonce après 15 minutes de live des chroniques du commandeur. Comme ça, même si on démarre en retard, on est quand même à l'heure. C'est gentil de pas nous oublier, c'est gentil. Donc il leur reste 7 minutes. C'est bien, ça Sanctum quoi, pour en arriver là. Allez, commencez à l'heure, je vous signale. Il y a eu une annonce. On était parti pour commencer à l'heure, et on a eu un élément perturbateur qui n'était pas de notre ressort. Exactement. Je pense qu'on Comet, va... si fort que ça. Mais non, Comet, c'est même pas si fort que ça. C'est juste que, en fait, c'est une carte qui a un floor, donc un seuil minimum qui est assez bas. Genre, ça fait 2 squirrels et t'as un Planeswalker qui passe à 7 de loyauté. 7, c'est beaucoup de loyauté, mais 2 squirrels pour 4 mana, c'est atrocement faible. Et par contre, qui a un ceiling, donc une capacité maximale, qui est de juste gagner la partie. Alors, ça demande d'avoir de la chance sur son lancer de dés. On peut l'optimiser via certains permanents qui vont optimiser les lancers de dés, ce qui n'est pas forcément une stratégie très facile à appliquer en duel commander, même s'il y a un petit peu de redondance de ces effets. Donc, oui, voilà, c'est le côté, c'est une carte Hearthstone, comme je lis dans le chat, c'est de la RNG. Au final, est-ce que piocher, ce serait pas à chaque fois faire Demonic Tutor au hasard dans son deck, quoi? Et du coup, il y a de la RNG, surtout dans un format singleton sans carte. Au final, la RNG, on l'a presque autant quand on pioche que quand on lance un D6. Alors, on a eu l'annonce. Alors, je vous laisse chacun aller voir. Hein. Je rappelle l'exclamation comité pour avoir accès au site. Et nous allons, dans la foulée, du coup, récupérer Moondust, qui est là ce soir, pour parler avec nous de cette annonce, donc No Change. Du coup, pas de changement. Rien du tout. Pas de rule, pas de carte, pas de déban, rien. Pourquoi Explication. Comme vous l'avez déjà dit précédemment, il y a beaucoup de retours positifs sur le méta, les gens sont contents. Le format n'a jamais été aussi populaire. Alors bien sûr, c'est pas que grâce à nous, hein, c'est aussi grâce aux organisateurs et grâce à Wizard qui fait bien de la merde dans ses autres formats à mon avis. Merci Wizard donc. Et voilà, et puis beaucoup de nouvelles choses, des mécaniques, un Yoshimaru qui bouleverse pas mal le metagame, mais rien d'extrêmement alarmant, donc
Faut y toucher. Faut y toucher. Il y a beaucoup de création de decks, beaucoup de stratégies différentes viables. Mhm. Bah, pour l'instant, pas d'interventionnisme massif. Alors, on a beaucoup de gens qui. Ouais, tu l'as entendu aussi, vu que j'ai cru comprendre que tu regardais le live. On a qui parlait de Comet. Je vois encore le mot dans le chat. Est-ce que ça discute un petit peu de cette carte? Et les effets random, c'est toujours frustrant. À commencer par Imtutorak, qui est, qui est une très vieille carte utilisant des effets random et qui génère aussi beaucoup de frustration. Comet, c'est dur à prévoir ce que ça va faire, et pour le caster, et pour, et pour le méchant. Donc c'est aussi pas facile à cast on spot. Hein. Des fois, il nous faut des bloqueurs, il va faire n'importe quoi. Donc c'est pas que des free wins. J'entends la frustration, mais c'est pas. Ouais, c'est pas source à débat. En tout cas, ça n'a pas été beaucoup débattu dernièrement. Et on devait parler de beaucoup de choses, mais pas de Comet. J'entends la frustration et le côté pas fun, mais après tout, Tourak, c'est pas beaucoup plus fun. Hein. Ça peut être je prends tes 2 landes, tu joues plus à Magic, merci. Et pourtant, ça fait partie de Magic et comme ça, quoi. Mm. Faut aussi dire que Collected Company, c'est une carte qui joue avec le random. Des fois, ça va te tuer on spot et des fois, ça va rien faire. C'est une autre forme d'aléatoire. C'est jamais plaisant, mais Pour l'instant, ça Ah. discute pas trop sur cette carte. genre, on en parle beaucoup dans ma communauté et ça fait pas plaisir, mais pour moi, il n'y a pas d'urgence. Et je vois aussi pareil le mot l'initiative. Alors là, on n'est pas sur une carte, on est plutôt sur quand même Mécanique, une mécanique et du coup 4-6 cartes quand même. Enfin, il y en a beaucoup plus en vrai. 15-20 cartes. Pareil, ça c'est quelque chose. Pareil, enfin, Oni, On en a- Nico, Domino, vous pouvez évidemment en discuter sur votre avis Ça, là-dessus. on en a beaucoup plus parlé. Bah j'ai parlé un peu de Legacy parce que c'est le format qui utilise beaucoup cette mécanique. À la Je suis un différence peu du au courant. Legacy où les Non, decks un peu le initiatives. fautif. La différence du Legacy où les decks utilisant l'initiative, ça va être compliqué de se battre pour l'initiative parce qu'on va des fois devoir faire des phases de combat compliquées pour que derrière le méchant fasse bête initiative. Mhm. En Duel Commander, c'est moins vrai. On va rarement voir plus de 2 bêtes initiatives par partie. J'ai pas dit jamais, hein, j'ai dit rarement. Du coup, ça crée des mécaniques de prise de board et de phases de combat intéressantes, pas des phases d'attaque. Hein. Mais bon, c'est par contre, certes, certaines stratégies comme Drogo, c'est l'horreur sur Terre à affronter. Hein. Oui, plus Aventureur Resoluto, ça gagne tout seul. Mais bon, Drogo étant une stratégie en perte de vitesse, c'est peut-être que Wizard veut pousser le jeu dans une autre direction. Il faut pas non plus aller trop à l'encontre de ce que du game design de Wizard. De plus, Wait and See pour l'instant, on en a parlé, on a hésité à bannir la plus forte de toutes pour voir, mais pas d'urgence. Donc on va voir comment ça s'adapte. On va voir qu'est-ce qu'est aussi la nouvelle mécanique battle de Wizard. C'est pas impossible que ce soit une mécanique à emblème comme initiative. C'est pas impossible que Wizard rework l'initiative vu les dégâts que ça fait en Legacy comme ils l'ont fait pour Compagnon. Voilà, donc on s'est dit oui, c'est fort, mais bon, ça pénalise certains archétypes qui ont longtemps dominé en Duel Commander. Pour une fois, être de s'adapter un peu passe le plus flambeau, que d'habitude. Et puis il y a une différence aussi entre le Legacy et le DC, où au Legacy, l'initiative elle arrive T1 ou T2, alors qu'en DC elle arrive T3. Donc on a pu créer un board avant qu'elle arrive aussi, et on peut avoir des réponses, des meilleures réponses à une bête initiative. Et c'est Et pas, donc, déjà les contres sont up. Et c'est pas free win d'avoir une bête initiative en main. Hein. Moi j'ai souvent eu des setups où ma bête initiative était incastable en fait, parce que derrière j'allais la perdre et j'allais pas pouvoir la reprendre quoi. Ça crée des Par décisions. rapport au Legacy que tu donnais, c'est qu'en Legacy, tu peux te permettre de pas l'initiative puisque tu as la masse critique de créatures pour la reprendre directement, ce qui est pas du tout le cas en Duel Commander. Et tes créatures initiatives, si tu poses une 3-3 pour 3, même si elle te fait aller chercher un terrain de base, elle peut pas gérer un board d'insectes de Grist ou un flying de Raffine qui va aller te prendre l'initiative. Et derrière, pour ta 3-3, ça va être très compliqué d'avancer, même si elle a une pseudo-vigilance, elle va manquer d'évasion. Par contre, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu as dit qu'avec le comité, vous aviez discuté de la plus forte d'entre elles. Juste pour confirmer l'identité de cette carte, est-ce qu'on parle bien de White Plume Adventurer ou de Seasoned Dungeoneer? Ouais, White Plume, d'accord, parce que c'est celui qui coûte le moins cher et qui... Exactement.
Exactement, et faut aussi voir que l'initiative, les 2 premiers niveaux du donjon sont pas dramatiques. Oui, c'est des nice bonus, mais c'est pas game breaking, quoi. Donc ça laisse quand même un petit peu de temps pour réagir. Par contre, le lose 5 life, ça pique. Mais bon, je veux dire, les 2 premiers tours c'est pas la fin du monde, quoi. Et Et ça le aussi, 5 life a tendance à se faire uniquement contre des jeux contre lesquels il n'y a pas d'interaction. Mhm. Clairement. Enfin, c'est beaucoup plus dur de se dire qu'on va aller dans cette direction-là que des packs avec du board. On va dire, bon, je vais prendre mon Scry 2 pour essayer de trouver des solutions plus rapidement. Ça me fait penser à un stream de Nassif week-end dernier, ou peut-être il y a 2 semaines, où il jouait justement Mono Blanc Initiative en Legacy, où il passait son temps à faire du Scry 2 pendant que tout le chat lui disait mais non, mais la sauce. Nassif, bah non, on va jouer tranquillement. C'est amusant. Et je confirme qu'Initiative, pour le coup, c'est pas forcément le genre de. C'est pas le genre de créature que tu peux te permettre en DC de slammer facilement. Je joue pas mal de decks. Comment dire pas Initiative. Pas de créature Initiative. Et parce que. Ah non, je n'ai pas. Perçois pas. Par contre, ça m'est souvent arrivé d'avoir mon adversaire qui joue une créature Initiative et je suis en mode bah merci, j'ai un plan en fait. Il y a effectivement des setups où pas amable en fait. et aussi, ça a amené d'autres formes des contrôles, parce que on dit que pour l'instant, les contrôles Drogo n'existent plus. Ils prennent, je pense, juste une autre forme. Par exemple, avec la liste d'Ertai de Léo Carbonel, qui va jouer beaucoup plus de créatures, je pense, en tout cas, en partie pour pouvoir se battre contre Initiative, et pour se battre dans le format. Parce que des gens l'appellent un deck tempo, mais je pense que c'est un deck qui continue à jouer des FOF, des Memory Déluge, et c'est juste qu'il joue plus de créatures flash pour pouvoir impacter le board. Et sinon, il y a l'autre version de deck Control Combo avec Breach, qui lui peut se permettre de passer outre l'initiative parce qu'il va avoir une clock beaucoup plus rapide en tuant T5, T4 ou T6. Je pense qu'ils sont juste de meilleure qualité parce qu'il y a beaucoup plus de removal à 1 et il se permet de ne pas jouer de removal à 3 comme Void Rain, Vindicate, Concede Judgment ou d'autres cartes très lourdes qui sont jouées, Ouais. des cartes qui te mettent hors tempo pour des removals. Et que juste tu joues des removals les plus efficients du format, mais je pense que c'est aussi une question de et Un de dernier choix. point. Excuse-moi. Tu voulais finir ta phrase Non, t'inquiète. Nico. Ok. Un dernier point qui me semblait important, Mundos, tu avais relevé que Wizard pouvait revenir sur l'initiative. C'est quelque chose qu'on attend aussi dans la communauté Legacy. L'initiative a ruiné le popper. Il y a eu 2 cartes qui ont été bannies, ou 3, je sais plus. 2 cartes qui ont été bannies pour le popper liées à l'initiative. Et il faut savoir que Gavin Verhey, le créateur de l'initiative, puisqu'il est set designer, cette Commander Legends Baldur's Gate, est au Popper Panel. Il est leader du Popper Panel, donc c'est lui qui est dans le comité Popper. Et il disait ah tiens, je m'attendais pas à ce que mes mécaniques soient fortes en Popper, je m'attendais à ce que ce soit un peu testé, etc. Et là maintenant c'est en train de ruiner le Legacy. Enfin, ruiner. Ça a un très très gros impact en Legacy tout du moins. Et il s'attendait pas non plus à ce que ça ait de l'impact en Legacy, donc c'est possible que la salle trap soit revue. C'est quelque chose, enfin c'est une option qu'ils ont. Ils l'ont fait pour Compagnon, le rework d'une mécanique, en changeant quelques mots. C'est quelque chose qu'on pourrait voir et qui pourrait effectivement du coup retirer la problématique, même s'il n'y a pas tant que c'est une problématique en DC, puisqu'effectivement les cartes initiatives sont fortes, mais ne dominent pas la méta du fait de leur faible nombre dans les decks maximum. Enfin je veux dire même les decks tels que celui de Florian Trott, le Circus qui joue beaucoup de créatures initiatives, on a que 4 je crois. Donc... Mais ouais, et effectivement, et rework cette règle, c'est possible parce que ça n'impacte pas le texte des cartes, comme compagnon. Je voudrais passer à un rapide sujet vu que tu n'es pas là pendant très longtemps, comme ça comme les gens peuvent poser des questions. On a RMRC qui pose une question dans le salon du Discord. Est-ce qu'il y a des cartes de One qui sont sous surveillance? Donc l'extension qui arrive cette semaine, au niveau de l'avant-première en tout cas. C'était rapide. Il n'y a rien qui... Rien de plus, c'est ça? Mais hein, évidemment, j'ai pas joué les cartes, hein, et pas la lecture sur pas, mais... Ok. Je crois que le truc potentiellement le plus brickable, c'est le
dragon. Celui qui réduit qu'à l'affinité. Ouais. Ouais, Shisgoria, qui vient d'ailleurs du set Commander et pas du set One directement. Et je pense que de toute façon, les sets Commander, on l'a vu avec Shurikai, là, tu parles de Shisgoria qui serait seule carte breakable. Les Commander sets sont pour plus ou moins sous surveillance. J'imagine. Ouais, il y a éventuellement la nouvelle Atraxa avec un build. Pareil. Ouais, hein. En tout cas, ça fait des pistes intéressantes. Ouais. Et ouais, à part ça, non, j'ai rien vu. Peut-être Glissa qui va être un swap intéressant pour Gary, mais. Ouais, en tout cas, c'est pas surveillé, c'est juste des pistes intéressantes comme Skrelv qui va certainement devenir un des nouveaux généraux de mono blanc ou au moins un swap dans certains match-up. Moi, je pense à Light Pose qui va être très content d'avoir un swap face à des decks bleu-blanc contrôle contre lesquels on était très en difficulté parfois. Ça peut être une option. Ouais, peut-être des options de swap. J'ai une autre question qui concerne. Alors, déjà, je veux dire qu'à 60%, les gens sont à peu près contents. Les gens qui ont voté, en tout cas, sont contents à 60% de l'annonce. Bon, il y en a qui sont visiblement pas contents. Qu'en est-il, à ton avis, des cartes gratuites? Je sais que c'est souvent des questions qui reviennent hein, quasiment tous les 2 ou 4 mois. Est-ce que y a eu plus de débats sur Faceless manœuvre de je sais plus quoi, et Deadly Relic, qui est je sais plus quoi non plus? Il y a eu pas mal de débats et des positions assez divergentes. Et effectivement, c'est pas des cartes qui. Éventuellement des cartes qui quitteront un jour. Je trouve que Flawless, surtout qu'aujourd'hui où ça joue plus le board, notamment avec des mécaniques type initiative où le retour des dégâts agressifs est des fois extrêmement punitif en miroir d'aggro sur des attaques, on comprend pas très bien ce qui se passe. Et là, c'est complètement game breaking, j'ai l'impression. On parlait évidemment de l'utilisation contre Brass, mais je trouve limite presque moins frustrante. Et Relic, Florian 3 a l'habitude de comparer ça à un sort to plowshare en disant bon c'est une sorte de sort to plowshare conditionnel. Moi mon point de vue c'est que sort to plowshare c'est quand même pas l'anti-bet le plus équilibré de Magic. Donc bon, même un sort to plowshare conditionnel des fois meilleur, des fois moins bien, ça reste très très fort. Mais ouais, quand on build un deck et qu'on a mis Source to Plowshare, les autres removals nous semblent bien fades à côté. Après Relic c'est pas strict sort to plowshare, des fois ça commande zone, donc ça favorise des commandes zone cheap qui pas forcément porter haut dans mon cœur, mais bon, pour l'instant c'est toujours là. Des fois c'est très frustrant, des raffines qui vont essayer de creuser énormément pour trouver ce relique rapidement et davantage de tempo alors que normalement ils sont mal face aux decks plus agressifs ou qui jouent beaucoup le board. Des choses comme ça peuvent être assez rageantes, mais ouais, pour l'instant ils sont là. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça et la décision finale a été que ça reste. Je suis plutôt rassuré de savoir que ces cartes sont discutées parce que à titre personnel, je trouve que les command zones à bas coût en mana sont les plus à même de jouer ces cartes. Et que avoir un général déjà pas cher en mana est déjà un avantage structurel en général dans le format. Et donc ces cartes-là et Moxamber, mais Moxamber c'est encore un autre mérite à mon sens d'être particulièrement surveillé. Très rassuré de savoir que c'est toujours discuté et surveillé. Je suis d'accord sur l'aspect les commandeurs pas chers sont forts, mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent quand même des bêtes de curve. Et à part quand c'est un commandeur à 1, t'as du mal à vider ta curve. Classique, Karizev en mode Raid the Queen, tu vas quand même jouer d'autres créatures à 2. Et les recasts de Karizev vont être extrêmement faibles, là où un commandeur un peu plus cher va avoir des recasts beaucoup plus impactants. Un petit peu moduler cette surpuissance des commandeurs cheap, mais effectivement, ça permet de jouer des free spells, des Mox Amber, et d'avoir des plans de jeu plus linéaires et beaucoup plus forts quand ça va tout droit. Absolument. Nicolas, Domino, est-ce que vous avez un avis sur ces sorts gratuits, justement? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense, de Deadly Relic de manière générale. Je pense que c'est pas si fort que ce qu'on en dit de manière générale. C'est un très bon removal, je suis d'accord. C'est une carte qui se compare à STP.
Mais est-ce que c'est dérangeant d'avoir plusieurs STP dans un deck? Je sais pas. Je pense que le format, il devient beaucoup plus tempo-oriented. On essaie de trouver pas mal de removal à 1 pour pouvoir gérer les menaces qui coûtent très peu cher. Et je trouve ça intéressant qu'on ait un panel de removal qui puisse être joué. Et ça rend les games assez intéressantes au final. Parce que Magic, c'est un jeu où on va essayer d'interagir, d'échanger des ressources. Et si on doit commencer à jouer des Vindicate, des Concile Judgment ou des cartes comme ça, qui coûtent beaucoup trop cher pour pouvoir gérer des permanents qui coûtent 2 ou 1 ou 3, ben, ça ne va pas. On a besoin vraiment de removal qui nous font gagner en tempo, parce que c'est l'objectif d'un removal. Vu que c'est une carte réactive qui ne peut pas être jouée dans le meilleur spot, alors qu'une carte proactive sera toujours très bonne, de manière générale. Et donc ça me dérange pas qu'on ait plus de removal qui soit de qualité. Et c'est une carte très forte, mais je pense pas qu'elle soit trop forte. C'est la différence que je mets entre les deux. Et pour Flawless Maneuver, c'est une carte, elle est vraiment forte dans les duels de board, donc ça va être souvent sur les phases d'attaque où elle va être vraiment très très bonne. Donc ce sera des moments où ce sera difficile de tourner autour, mais ça arrive pas spécialement tout le temps. Pour l'instant, le format il devient plus proche de ça, donc la carte est meilleure. Ce que j'avais du mal avec cette carte, je l'apprécie pas spécialement, et donc au point de ne pas la jouer dans mes decks, c'est que c'est une carte qui ne répond pas à toutes les situations. Donc c'est une carte qui est surréactive parce que elle va se jouer en réaction à un sort que notre adversaire va faire. Et par exemple, vouloir protéger son board contre Tivit d'une Vrasse et prendre Toxic Déluge, tu peux avoir Flawless Maneuver en main, ça fait rien et c'est catastrophique, quoi. Donc, ou prendre STP alors que tu avais ta Flawless pour défendre ton Light Post ou des cartes comme ça, je trouve que ça peut mettre dans des spots qui sont très graves aussi. Donc la carte, elle a des trous et c'est typiquement Flawless Maneuver, une carte qu'on voit briller en fait, que à partir du moment où elle fait un effet, ça va faire un effet waouh, on va dire la carte est trop forte, elle doit être bannie parce qu'elle m'a fait gagner la game sur le spot, et on voit pas du tout tous les moments où la carte reste bloquée en main. Il y a un peu cet aspect aussi comme pour Veil of Summer en moderne, où chaque fois qu'elle fait un effet, on fait c'est Cryptic Command pour un mana, et il y a aussi tous les côtés où l'oppo il a pioché 2 Veil of Summer qui sont restés bloqués dans sa main toute la partie, alors que toi t'avais cut tes counterspells parce que dans le match-up c'est pas bien, et ok, ton Veil of Summer il a rien fait. Et d'ailleurs, ce fait assez amusant, c'est que Flawless ne contente pas du tout les 2 Vras les plus joués du format, ou 2 des Vras les plus joués du format qui sont effectivement toxiques, mais aussi balance, quoi. Ouais. Ou même Living Death, aussi, qui est une autre des Vras qui est jouée très fort dans le format, quoi. Living Death, Parallax Wave, les board sweepers, ça marche pas très bien en ce moment. Ouais, ça marche plutôt dans les combats de tricks qui sont de plus en plus poussés par Wizard, donc. Et sur les spots removal, pour les généraux dépendants, Voltron, on parlait de Light Pose, mais aussi Raffine. Pas que t'as payé la ward et que tu prends Flawless, t'es pas content. Là, je vois une réponse une réaction dans le chat qui dit que parler des mauvais effets alors que les effets sont game breaking, qui représentent plus de 50% des cas. Ok, une carte peut être game breaking 50% du temps ou parce que t'as tabassé une Vrasse, mais je joue pas une carte pour qu'elle soit bonne 50% du temps en fait. Genre ma carte, elle doit être bonne la majorité du temps, et je préfère jouer une carte qui a un ceiling assez haut, donc qui va toujours faire faire un minimum, et avoir un floor peut-être moins haut que d'autres cartes. Mais je préfère des cartes qui sont beaucoup plus constantes, quoi. Parce que dans mon deck, j'ai pas envie de jouer une quantité de cartes mortes qui vont rien faire ou qui vont même pas répondre à la situation pour laquelle elles sont. Et les decks qui vont avoir en fait une tempo forte vont être bien plus favorisés par des hydrauliques que d'autres decks. En fait, et le fait de stabiliser la tempo qu'on a déjà et même de la pousser un peu plus, vraiment rend ces cartes intéressantes pour moi. Si tu prends Raffine, effectivement, c'est un très bon exemple pour montrer à quel point Deadly Relic, Flawless Maneuver dans le bon deck peut être très fort. En fait, ça vient compléter une panoplie de sorts qui est déjà assez forte, soit par des créatures qui peuvent vraiment venir chercher de l'agression, que ce soit par aussi la malléabilité que vont faire par exemple des contre-sorts. Ça te permet de venir mieux placer ces cartes-là. Dans un deck qui va avoir des réponses qui vont être classiques, pas dans le removal, plus pas dans créatures simples, on va dire. Le laisse et Deadly Relic aura un impact qui est certes fort, moins constant, je pense.
que tu n'as pas la capacité en fait, de faire les supporter avec ce que tu fais à côté. Quand tu prends une partie où tu as Deadly Relic, Force of Will dans la main, qui va se très vite, c'est effectivement très très intéressant pour le joueur qui le subit. Néanmoins, comme et c'est vrai, il y a des contre-plays. On a cité avant, il y a des contre. Maintenant, les combats de tri, ça peut venir répondre à ces deux cartes-là. Le Less Maneuver, je pense qu'effectivement, c'est une carte qui dans les mirrors de board un peu tall, ça vient totalement casser les maths de combat, un peu comme Humbercliff, je le faisais plus tard. Je pense que principalement. Je pense que malheureusement, la moitié du chat n'a pas forcément compris. Je sais pas ce qui il y a un compresseur quelque part, je suis désolé. Partie du la voix qui passe pas, c'est ça. Ouais, ça passe au Je sais pas où est début. ton micro, mais on t'entend de loin et ça a J'ai tendance à. Enfin, J'ai le micro là. ouais, non, mais je Je sais pas quoi sais dire. pas. J'en- Faut que Moi, je j'étais à parle plus 200% sur Discord, donc je t'entends bien, Pareil. mais Ok, d'accord. Bah, je sais pas. Euh, Bah désolé le chat, il fallait t'inviter sur le Discord. Non, mais oui, pour vous. est-ce que si je parle plus fort, ça s'entend mieux? Comme ça? Si je parle comme ça? Oui, ça va être mieux, ouais, je pense. Ok, donc en rapide, Deadly Relic et Flawless Maneuver, ça favorise beaucoup plus les decks qui ont une tempo très forte, dont des decks bleus, pour moi, parce qu'en fait, il va y avoir la capacité à offrir la malléabilité par les contresorts, et donc Flawless et Deadly Relic seront castables à des timings qui seront beaucoup plus intéressants. Le général actuellement qui pourrait en profiter le plus, selon moi, c'est Raffine, qui est présent. Pour autant, d'autres généraux en profitent déjà bien, mais bon, par l'absence de bleu, par exemple. Voilà. Ah, c'est assez évident que le seul général qui bénéficie d'une low curve, du mana noir pour Deadly Relic, du mana blanc pour Flawless Maneuver et du bleu pour pouvoir se permettre de compenser le reste avec des contres, c'est Raffine. Actuellement, il n'y a pas de généraux Esper qui ont une curve encore plus basse. Et après, on a pu voir des cas comme Denick qui pouvaient se permettre de jouer Flawless et pas Relic et des decks noirs-bleus qui vouloir jouer le board comme ça, c'est pas du tout. Ouais. En gros, on parle quasiment de ça que pour Raffine. Les autres vont avoir un usage très faire de ces cartes et vont être assez dépendants de leurs généraux. L'autre possibilité, c'est Yoshimaru, et je pense que du coup, ça va être aussi peut-être la suite de notre discussion. Yoshimaru qui a été unban. Aujourd'hui, dans l'annonce, on a. Voilà, ça fait 3 annonces, je crois, qu'on a rien sur Yoshimaru. Aujourd'hui, sa place dans le méta, elle est entérinée. On sait que c'est un terrain. Moondust avec le comité, je sais pas si vous avez des retours dessus et si vous êtes satisfait de là où vous en êtes avec cette créature. C'est toujours délicat d'unban un général qui devient un tyran. Parce que bah, ça posait beaucoup de questions. Hein. Je veux pas dire qu'on veut unban que des cartes faibles. Hein. C'est aussi intéressant d'avoir des. Et ouais, ça fait poser des questions sur qu'est-ce que ça aurait été sans lui, quoi. Mais oui, c'est sûr que Yoshimaru a beaucoup redynamisé le format. Je suis pas sûr que les meilleurs builds aient encore été faits. Faut aussi voir que c'est un deck qui, j'ai l'impression, va gagner beaucoup de cartes au fil du temps. Là, si on voit prochaine édition, quelles que soient les combinaisons de couleurs, il y a facilement 2 cartes qui vont rentrer dans le deck, dans la mythe. Évidemment. Après ça, ouais, Yoshimaru a beaucoup relancé le format, j'ai l'impression. Ça a permis l'émergence de plusieurs decks UR qui étaient un peu en sommeil. Bon, c'est peut-être une coïncidence, hein, mais j'ai vu des builds de Balmor intéressants. J'ai vu Gerson aussi qui pointe le bout de son nez. Ça, je trouve ça très bien. Mais je veux aussi là, je parle un peu plus personnellement, des decks qui me plaisent moins. C'est-à-dire, j'aime moins l'aspect stratégique dans le metagame. C'est des decks comme Diada vont être, j'ai l'impression, relativement polarisés dans leur match-up. Il y a excellentissime contre board et éventuellement un petit peu plus faible face à des stratégies plus permissives. Et donc, pour moi, c'est que j'aime moins des decks très polarisés. Mais donc, faut voir où tout ça nous mène. Mais pour l'instant, on a décidé de pas toucher à Yoshimaru.
cette chose. Ok, super. En plus, tu fais la transition sur. Enfin, je sais pas si Nicolas et Domino veulent parler de Yoshimaru. Ouais, moi je trouve, de mon côté, je trouve que c'est un deck très intéressant. Ça a fait bouger pas mal de choses en fait. Ça a mis, par exemple, avant Yoshimaru, on disait que la méta était surdominée par Raffine et par Grist. Yoshimaru a pu très très bien se positionner là-dessus. C'est un match-up très positif pour Yoshimaru et pour l'instant on voit que Raffine est un match-up très positif pour Yoshimaru. On voit que ça a quasi fait sauter Grist du format qui est beaucoup beaucoup moins présent. Alors qu'on disait que c'était le deck à bannir à tout prix. Ça aussi a permis à d'autres decks d'exister en fait parce que bouger Raffine, ça a permis à bouger Raffine, ça a permis à des decks comme Diada de se placer, à des decks comme même Balmor ou Gerson aussi. Donc on voit que unban une carte, ça a fait tout un effet domino qui a pu faire changer le format. Et je le trouve très très bien actuellement. On voit qu'on peut jouer aggro avec Yoshimaru, on peut jouer tempo avec Raffine, même si beaucoup moins. On peut jouer mid-range avec Grist et Diada, avec Diada qui va plus avoir un aspect ramp et Grist plus un aspect toolbox. On va pouvoir jouer contrôle combo avec Will Eleven. Et donc, je trouve ça très très bien actuellement, quoi. Et que Yoshimaru en plus, c'est un deck qui est assez facile à attaquer. Il faut le respecter avec des removals early. Ça empêche certains decks d'exister, sûrement. Mais je pense que ça empêche surtout les decks moins bien construits d'exister. Et que ça reste un deck agrolinéaire. Et on sait que quand on va l'affronter, on va devoir gérer peut-être 2-3-3-T2. Et il y a pas mal de decks qui peuvent gérer ça, en fait. En jouant des removals de basse curve ou en faisant quelque chose de plus gros que lui. Je pense qu'un deck Yoshimaru qui prend 2 removals dans les 2 premiers tours, suivi d'un power play, il implose assez vite en fait. Hein. Et pour avoir joué le deck et pour avoir joué contre le deck, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut l'attaquer. Et donc il y a des solutions. C'est juste qu'il fallait attendre un petit peu que les gens les trouvent. Et actuellement, je pense qu'on les a trouvés. Par exemple, au tournoi de Valence à la TC, Yoshimaru était le deck le plus représenté. Pourtant, J1, les seuls decks qui ont été en top 8 sont été des decks qui battaient aggro, avec Ogak, avec Diada, avec Will Eleven. Et il y avait un deck aggro qui était Gut. Et J2, il y a eu juste un Yoshimaru qui est passé, quoi. Donc, on voit que même si c'est le deck, le deck phare du format, il se fait très très bien attaquer et il trust même pas les tops. Donc je pense que c'est un signe que le format est très très sain. Parler de UR en tant que jeu agressif on est, mais en vrai en tant que jeu plus contrôlisant, il y a aussi des arguments puisque c'est un des packs qui, s'il le veut, peut venir chercher pas mal d'interactions en mana qui viendrait de checker Yoshimaru. C'est aussi une des forces que va avoir un deck comme Breach actuellement qui augmente ses interactions à 1 et le rouge aide à ça. Sans rentrer dans des interactions de moindre qualité, mais une possibilité et t'as des pistes à explorer. Personnellement, je pense effectivement que le format, actuellement, il y a pas mal de personnes qui s'adaptent à aggro, qui viennent chercher des packs qui font des choses plus grosses. Certes, effectivement, ce serait moins bon contre contrôle, mais vu que contrôle est moins bien placé, c'est très important. Moi, ça me va. Surtout que ces removals à 1 permettent aussi en fait d'attaquer les dorks de Grist et les créatures de curve de Raffine. C'est pour ça que UR est si bien placé actuellement en fait. C'est qu'il attaque les trois gros decks du format avec des blasts en essayant de passer sous Will Eleven avec aussi beaucoup de reach et sous Diada avec beaucoup de reach. Je pense que des decks comme Balmor et Gerson, c'est des decks vraiment à prendre en considération actuellement si on veut préparer un tournoi. Alors je sais que on va poser encore une ou deux questions à Moondust avant de pouvoir le libérer pour pouvoir continuer un petit peu la soirée qui restera environ 1 heure. Du coup, Moondust, en fait, on a encore quelques questions. Alors, certaines sont encore, du coup, comme d'habitude, reviennent, mais voilà, quelquefois certaines, ça fait longtemps.
Par exemple, de Alf Sab, est-ce qu'un unban de Lutri en commandant est toujours hors de question? Tout ça apporte. Ok. Honnêtement, ça serait mauvaise fork en mana. De rien. La communauté française est certes beaucoup plus au fait de ce qui se passe. Et pour vous, ça réduirait pas la lisibilité de format, hein, d'avoir une catégorie de plus dans les ban as companion. Faut voir que le format s'exporte énormément avec des metagames très variés parce que pas forcément même profondeur dans les builds, pas forcément le même accès au niveau des cartes. Et on estime pardon, que gain apporté par avoir l'utri légal ne vaut pas ce petite certes difficulté à avoir une baliste légèrement moins lisible. Est-ce que vous avez eu des unbans aussi, potentiellement au niveau des généraux ou de cartes? Je prends l'exemple de Arden ou de Serra Sanctum. Vraiment très différents les deux. Et, Sanctum, Oni nous a montré que n'avait pas besoin pour gagner. Donc parfait. voilà, ça n'a pas bougé. Les gens ne commandez pas votre Sanctum, ça ne sert à rien pour l'instant en tout cas. Et Arden, oui, Arden, ça pourrait faire partie éventuellement d'une vanne de ban quand on aura des trucs pas populaires à faire passer. Et du coup, quand je t'ai dit unban, tu as dit oui tout de suite. Ça veut dire qu'il y a d'autres cartes peut-être qui sont arrivées sur le tapis? Oui, il y a d'autres cartes qui pourraient éventuellement être unban. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, donc je ne veux pas forcément parler en mon nom, mais des cartes qui sont pas légitimes à la banlist. Mais ça permet de faire passer des annonces pas forcément faciles à comprendre, ou si on n'est pas sûr de notre coup. Et pareil, hein, la carotte et le bâton, c'est toujours intéressant d'avoir des carottes en plus, même si elles font pas grand-chose. Donc, ouais, je suis assez honnête et transparent là-dessus. Ça peut permettre de baiser ça, et de la discussion et de la dynamique quand on veut faire passer des choses. Et c'est pas qu'on cherche à vous forcément, mais quand même essayer de garder un engouement post-banlist. Il y a des bans qui peuvent être assez traumatisants. Hein. Je réveillais encore la nuit en criant pack raddle, non, pack raddle. Mais Ça commence à dater en mais plus. Ouais. T'imagines pas ce que Cauchemar ça de m'a 8 coûté ans. en psy. Non, mais t'inquiète, moi je me réveille la nuit en hurlant Sanctum, donc t'inquiète, y'a pas de problème. On va fonder un club. Il y a Moncana qui parle de Necrotic Ooze. Désolé, je t'interromps peut-être, mais intéressant. est-ce que c'est, je pense, une carte qui fait le plus tâche sur la banlist actuellement, surtout avec Trazyn. Aujourd'hui, on a des stratégies autour de Trazyn, Phyrexian Devourer, Ballista qui sont revenus. Est-ce que c'est pas le moment de voir que ces stratégies elles fonctionnent, sont peut-être pas aussi impressionnantes que ça, et est-ce que ce sera pas le moment de ban Necrotic Ooze qui semble, en tout cas, en tout point similaire, voire inférieur à Trazyn? Ça me semble plus fort que Trazyn. Ça coûte moins cher en mana, ça tape dans les 2 cimetières. Et il y a beaucoup. Et niveau si on veut jouer spell de réanimation, j'ai l'impression qu'il y en a autant qui chopent Trazyn que Necrotic Ooze, vu qu'il y a Persist, Persist Glorious Vengeance. Necrotic Ooze, je pense que ça. Alors, même si on voit plus beaucoup la carte en ce moment, à part dans les Shell BG, ça boosterait un petit peu survie. C'est un peu plus simple de faire Bobby survie dans Je caste Maus que Bobby survie dans Je caste Trazyn. Oui, bien sûr. Et pour l'instant, pardon, pour l'instant, on voit pas trop de deck Trazyn parfait. De loin, j'ai l'impression que c'est All Sticky Finger qui est le meilleur shell. Et Après, j'ai pas eu l'occasion de jouer cette liste et faire du deck. Je comprends que ça fasse tâche, mais c'est quand même une combo impressionnante. Et j'ai l'impression que c'est un peu amélioré cette combo. Oui, pas très favorable à l'unban. Ok, donc encore avec des pincettes, mais c'est pas forcément complètement fermé du fait de cette ressemblance entre ces cartes. Ouais, bah, clairement, le l'unban de Ooze était pas du tout à l'ordre du jour avant que Trazyn arrive. Trazyn est arrivé, on m'a dit, bah tiens, c'est intéressant. J'ai l'impression un moins bon Ooze. Bon, on le voit pas du tout, ça veut pas dire qu'on verrait pas du tout Ooze, quoi. Mais même si ça peut paraître à la marge, ces différences d'update entre
voisines. Ça reste des upgrades, pardon. Ça reste des upgrades. Il y avait une personne aussi qui parlait de Akiri et Ezreal et qui comparait ça à Raffine, par exemple. Et qui disait que comme Raffine était légal, ben, quelle serait la différence entre Nban, Ezreal ou Akiri? Akiri, moi je trouve que c'est un général qui va complètement annihiler toute notion de phase d'attaque, quoi. T'as un mur impassable en command zone et lui il s'engage pas. Et dans un format où on cherche à favoriser la prise de board, l'interaction, je trouve pas ça terrible de se passer de la phase la plus intéressante de Magic. Et je suis le plus nul d'ailleurs, soit dit en passant. Mais donc je trouve ça dommage par rapport à Akiri. Et Ezreal, oui, bah, tout ce qui est Ward Exproof, c'est pas forcément Magic qu'on cherche à pousser, en tout cas trop fort. Pas sûr que ça conduise à des jeux très. Pas beaucoup de frustration. Enfin, quand ça va marcher, ça va être agréable, et puis quand ça va pas marcher, ça va être ridicule. Ça va pas faire des parties passionnantes, à mon avis. Et oui, bah, l'intérêt du format, c'est quelque chose auquel on est attaché. Banlist, c'est pas forcément faire une ligne entre les cartes les plus fortes et les cartes les plus faibles. Il y en a que ça irrite, hein, qu'on voit ça comme ça et qu'on essaie un petit peu d'orienter ce format. Mais bah, c'est la politique qu'on a toujours eue et on va. Alors, je te prends une dernière question. Oui, évidemment, vous mettez pas aussi en discuter, ça peut être intéressant. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un fossé entre les FNM et les grands tournois? Est-ce que vous en parlez? C'est pas du tout de votre ressort de gérer ce genre de choses. Je pense même que la question elle peut être élargie entre les différentes communautés. Clairement. Simplement. Clairement, entre les différentes communautés, j'ai l'impression, assez évident au niveau de l'accessibilité des cartes. Un débat peut-être qu'on pourra avoir un autre jour. Pas le sujet de ce soir, mais l'accessibilité des cartes forcément shape énormément le format, hein. Quand on voit que Tania est toujours aussi populaire aux Philippines, j'ai pas checké dernièrement, mais en tout cas il y a un an c'était le cas. À mon avis, c'est un fait que ce soit populaire, hein, tout simplement, et puissant. Après, moi je suis le premier à ramener des decks de Guignol en FNM. Bon, je fais aussi ça en grand tournoi, donc je perds forcément la référence, mais oui, clairement en FNM, ça reste un endroit où on veut tester, hein, parce que grosso modo, on va faire 3-4 matchs en une soirée et c'est pas là qu'on va tester Magic, hein. Mais c'est pour moi le Magic de mon enfance. Le cœur de Magic, c'est se faire plaisir avec des cartes qu'on aime. Et voilà, et jouer des decks comme ça. Donc forcément, les résultats sont pas les mêmes qu'un grand tournoi où les attentes des joueurs sont pas les mêmes. On va faire du déplacement, on va payer une perte peut-être plus importante et on va pouvoir s'amuser. On va conditionner le choix. Ouais, et puis c'est quelque chose de normal en fait, le DC devient de plus en plus compétitif, les tournois deviennent de plus en plus gros. Maintenant, on commence à avoir un championnat de France. Ça se professionnalise, mais ça se compétitivise. Je sais pas si le mot peut exister. Enfin, On a compris. Mais Professionnalise, hein, presque. Oui. Ouais. Mais c'est ça, et donc c'est normal qu'il y ait un gouffre, un fossé qui se crée entre les FNM et les gros tournois, quoi. Et ça vient du fait qu'on a plus de tournois, de plus en plus gros, avec des lots plus importants, et des joueurs qui viennent d'autres formats, qui sont commencés en Duel Commander. Aussi, ça a amené certaines passions, enfin en tout cas un intérêt vers ce format. Donc, tu vois que tu as des joueurs comme Jean-Emmanuel Deprat, comme Thierry Ramboa, comme Théo Méry qui ont commencé à jouer le format. Ils apportent leur communauté aussi au format, et à côté de ça aussi, c'est le format qui est le plus joué actuellement en France. C'est là où il y a le plus de tournois, donc c'est normal, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas travailler contre, et en vrai, tant mieux, je trouve. Après, voilà, c'est effectivement assez populaire en ce moment. Faut pas oublier que Blizzard a une politique de tournoi très restreinte pendant la période Covid. Nous, ne dépendons pas de la communauté DC, dépendant pas de Wizard, ça a continué à rebondir, on va dire, dans un court terme. On a dit que ça continue comme ça, hein. Si Wizard décide de fixer le legacy et
décide d'intervenir fortement en Legacy en moderne pour redynamiser le format, je doute que Duel Commander surfe sur cette vague, même si évidemment j'en suis très content. Et ben sur ce, merci Moondust pour ton temps passé, les questions et les explications sur l'annonce de ce soir. Pas de soucis. Si vous avez une dernière question, je peux le faire. J'ai encore 10 minutes avant de devoir répondre à des impératifs personnels. Alors, Bien, moi, j'en ai une, justement. et ben voilà, Ok. exclusivité. Elle est très Oui. rapide. On en parlait cet après-midi du fait que, bah oui, on a cette Coupe de France qui s'organise. On a Cléomen, du coup, pour le nommer, qui a mis en place ce circuit. Félicitations à lui. Ouais. Et qui booste aujourd'hui énormément et l'aspect compétitif et le nombre de tournois en Duel Commander en France. Quelque chose qui n'a évidemment pas échappé au comité. Au comité, vous avez des postes de consultants, vous avez des postes qui ne sont pas forcément des gens auxquels sont des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui vont prendre des décisions envers la banlist. Est-ce qu'aujourd'hui, un des rôles d'organisateur au sein du comité, c'est quelque chose qui vous a effleuré l'esprit et ou que vous comptez mettre en place? Effectivement, eh bien, big up à Cléomen, c'est très chouette ce qu'il a fait pour la Coupe de France. Ça a vraiment redynamisé le format et même au-delà de ça, pour toute l'implication avec le Prime via les vidéos qu'il fait et via même la communauté de Châteauroux qui est très impliquée dans le format. Je pense qu'il n'est pas complètement étranger. Ça, c'était pour répondre à la première partie. Pour la deuxième partie, c'est intéressant cela dit, alors j'ai pas réfléchi en amont, mais là, comme ça, j'ai du mal à voir ce que ça nous apporterait. J'aurais plus tendance à nous comparer comme la structure de Wizard à l'heure actuelle, c'est-à-dire que Wizard va éditer des règles et des cartes, ça on le fait pas. Et c'est vraiment détaché de la partie tournoi qu'il a sous-traité à des Channel Fireball, Legacy, etc. Et c'est-à-dire, ouais, en posant cette question, t'as sûrement plus réfléchi que moi. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait nous apporter d'avoir ce genre de personnes au sein de notre structure, je dis structure à défaut d'autres termes? J'ai pas spécialement énormément réfléchi à la question. Je me suis posé la question tout à l'heure parce qu'on parlait de Cléomen, de la Coupe de France et on commençait à chercher un peu les sujets qui seraient discutés ce soir. Je sais que une personne comme ça peut être aussi une personne qui est capable de donner des inputs sur à comment promouvoir le format, peut-être aussi donner des retours sur pourquoi est-ce que dans certaines communautés, je pense au Grand Est où j'étais à Strasbourg le week-end dernier et on me disait que c'était compliqué pour eux d'organiser du DC. Il y avait du mal à faire ça. Peut-être que c'est des choses qui seraient capables d'être discutées par des organisateurs avec les membres du comité dans des liens plus directs sur des passerelles qui plus direct et effectivement Cléomen qui est rentré en contact avec énormément d'associations, énormément de régions, serait capable de remonter peut-être ces problèmes et que le comité pourrait y apporter des réponses. Ouais, j'entends. De plus, je vais être totalement transparent avec vous. Il me semble que Cléomen nous avait sollicité en amont de sa Coupe de France pour savoir si on pouvait, pas nécessairement l'épauler, le mot est trop fort, mais donner des inputs, on va dire, pour rester vague. Hein, j'ai plus les termes exacts en tête. Et on n'y a pas répondu favorablement parce qu'on se sentait pas forcément légitime. On voyait pas vraiment ce que nous, en tant que de règles, pareil, je suis désolé, le mot me manque un peu, je suis fatigué ce soir. On pouvait apporter pour organiser, pour moi, ces deux fonctions. Dans mon industrie, on passe notre temps à dire qu'il faut casser les silos et travailler tous main dans la main. Dans les faits, c'est pas vraiment ce vers quoi on veut tendre. Et d'un point de vue strictement personnel, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de temps à pouvoir y accorder. C'est-à-dire, un petit peu d'exemple, là, un autre change, c'est près de, sans compter la discussion qu'on a en continu, c'est près de 12 heures de call. Ça pour arriver à Oui, ça. j'imagine bien. Donc voilà, personnellement, j'aurais du mal à m'investir plus. Je suis extrêmement content de ce qu'a fait Cléomen et je suis moi-même hypé pour cette Coupe de France. Pas réussir à me qualifier sûrement, mais c'est pas grave. Et non, c'est vraiment Peut-être des très places chouette VIP pour le pour les membres du format. comité. Va falloir une main cradle, là, c'est pas possible. Non, mais
Non, clairement, c'est très chouette ce qu'il fait. Pour l'avoir croisé, j'ai bien aimé les échanges qu'on a eus et même la mini-conférence qu'on a laissé organiser à Châteauroux suite à un de ses derniers événements. J'espère qu'il n'a pas été trop déçu, qu'on n'ait pas répondu favorablement à son appel, mais en plus, on a toujours délicat de se positionner. Et puis, quand tu commences à faire quelque chose, tu peux pas, au milieu du guet, dire ah bah non, j'arrête. Les gens Oui, comptent bien sur sûr. toi après. Donc Mais voilà. aujourd'hui, je vois le comité comme quelque chose, enfin comme une entité qui est plus grande que la simple édition de règles. Aujourd'hui, vous tenez un Discord, vous êtes un centre de discussion, vous êtes aussi des ressources sur du deck building ou autre. En tant que membre, j'entends hein, quand Krimlune vient expliquer des principes de deck building sur Biquette ou sur d'autres forums, c'est un rôle qui prend. Je pense que c'est à un moment, il va peut-être falloir accepter pour vous, membres du comité, que bah, au final, vous dépassez un peu ce cadre que vous essayez dans lequel vous essayez de vous maintenir, qui est d'éditeur de règles, et qu'en fait, votre entité elle est plus grande que ça, et en tout cas, aux yeux des joueurs, elle peut être plus grande que ça. Et peut-être bah, participer à ce genre d'événement, vous êtes légitime à le faire, et un tampon approuvé par le comité pour l'organisation de la CDF, ça veut dire quelque chose, je pense. Et c'est intéressant ton retour. Et ouais, à voir. Je À te dis de discuter, prime hein, abord, effectivement, prime c'est de abord, je suis prime pas abord de ton chaud. côté, Mm. mais Et j'ai surtout peur, déjà qu'on est, l'admettre ou pas, on est énormément influencé par la communauté, pardon, sur nos décisions. Quoi que je sais que vous pensez le contraire. J'ai peur que ouais, ça rajouterait un niveau d'influence différent. Tiens, mon Minskebu, il est pas ban en tant que commandeur pour mon tournoi. Bah, pression plus pour que vous le bannissiez en, en annonce supplémentaire. C'est pas quelque chose que j'ai envie de gérer, même si effectivement ça risque de pénaliser certains tournois, c'est malheureux. Et pour rien, on n'imprime pas les cartes. On est pour quelque chose parce qu'on les interdit, mais on veut pas non plus être tout le temps dans la précipitation. Wizard fait que le jeu change beaucoup. À chaque édition, bah, il triche avec les règles. Et c'est important quand même d'accorder une période de test par des cartes Jewel Lotus, parce que bon, c'est clairement écrit dessus. Et pour dire, on tellement mal les cartes que même Ragavan, on n'était pas sûr. Bon, je grossis un peu le trait, mais même Ragavan, ça a quand même un intérêt d'avoir dans le format. Quand il y a du Ninala en face, ça crée des choses. Il y a du Asmo aussi en face d'ailleurs, ça crée des choses. Oui, ça peut être frustrant parce que c'est évident que cette command zone est plus forte que les autres. Mais voilà, voilà, à chaud, je te dirais, j'aurais peur d'avoir cette pression supplémentaire au niveau des orgas. J'ai pas envie de gérer. ok. Bah, je comprends. Après, ça peut être une passerelle de communication pour les autres membres du comité et ou les consultants. Après, Peut-être. voilà, on essaie de répondre au maximum aux sollicitations. Je dis ça, je sais plus ce qu'on a répondu avec les men, donc s'il veut me taper chez Loda personnellement, qui se fait plaisir. Je suis pas sur tous les fronts. Mais non, normalement, on essaie de répondre tant que faire se peut, sauf qu'il y a énormément de voies de communication pour contacter. Je crois qu'il y a même encore une vieille adresse mail qui existe. En fait, il y a beaucoup de canaux qui ont Absolument. été créés au fil du temps et on n'a pas mis en place l'administration nécessaire pour les réguler ou communiquer sur ceux qui étaient encore morts ou pas. Des fois, ça peut créer des couacs. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter et essayer de répondre, pas forcément rapidement, mais on essaie de répondre. Rapide question, deux questions qu'on m'a posées en off. Est-ce que Polymorph, c'est une carte qui peut être réfléchie en tant qu'unban? Oui, non. Comment? C'est pas c'est pas dans les cartes les plus puissantes du format. Pas discuté dernièrement. Ça reste une carte qui triche avec le fait d'avoir une command zone, pardon, un petit peu de chain. Hein. C'est des cartes qui sont pas nécessairement trop fortes dans le Magic, mais qui sont très impactées par du format. C'est sûr qu'avoir Polymorph et la meilleure créature à aller chercher sur Polymorph banni ensemble, ça paraît être grand. On en a parlé, on a déjà beaucoup de sujets à discuter et non, on en a pas discuté J'imagine. pour être honnête. Non, mais
c'est pas entre guillemets, c'est pas un mal, mais ça veut dire que l'option n'est pas l'option ne semble pas fermée, en tout cas, rien que pour au moins en discuter, quoi. Ah bah non, on a plein d'idées, hein. On a trop d'idées, on garde beaucoup trop d'options ouvertes et ça nous prend beaucoup de temps. J'imagine. Et la deuxième petite question, et je sais que moi j'avais pendant un moment, j'en avais parlé, mais enfin, c'est un truc qui me plaisait moi perso, mais je crois que ça avait été plutôt porté à la négative. C'était l'addition d'un sideboard en DC. Alors je sais que ça paraît extrêmement bizarre, que c'est pas du tout le format de base tel qu'il est. Moi ça me dérangeait pas, mais l'argument avant c'était de mémoire, les parties sont déjà longues, les gens ont déjà du mal à tenir leur partie durant une ronde de 50 minutes, où ça semble compliqué d'ajouter ça, surtout pour les joueurs moins compétitifs qui viendraient sur des gros tournois. Bah, le sideboard, c'est quelque chose de passionnant, je trouve. Ça, que ce soit des sides transformels ou que ce soit vraiment rentrer de la hate intelligente. Josh Letton qui rentre Throne de Gate dans Death Shadow pour contrer Calice of the Void. Il y a des idées de génie des fois qui viennent du side. Mais cela dit, ça prend beaucoup de temps de sider. Et la structure du tournoi, c'est important de les garder intègres. Et déjà en 64, quand on a des tables de side et quand même on essaie de s'en repencher par rapport à la version précise de son adversaire, ça prend du temps. Là, dans un Ouais. format 100 en singleton, c'est compliqué. Ça me semble impossible même. Il peut y avoir des idées comme qui ont émergé, je suis pas sûr de trahir un secret, mais comme un sideboard additionnel. Bon, passer d'un deck de 100 cartes déjà difficile à mélanger à un deck de 115 cartes devient juste impossible. Il peut y avoir d'autres idées encore. Je crois que j'ai donné la plus pertinente et même celle-là me paraît pas jouable parce que c'est trop compliqué à mélanger. Il me semble que la difficulté du sideboard, c'est retirer des cartes. Bien sûr, c'est toujours intéressant de retirer son Fatal Push versus Diada, ça c'est évident. Et passer cet exemple facile, on s'attelle à des cas beaucoup plus compliqués. L'idée de l'additionnel serait de passer cette contrainte, mais avec un Jenga mélangé, et c'est pas gérable. Et puis, Oui. si je peux te couper, je pense à un autre problème du sideboard aussi en Duel Commander, c'est qu'on joue un format singleton sans cartes. Et donc, ce serait 10 ou 15 cartes. Donc, on va en rentrer généralement entre 4 ou 5 dans notre deck qui vont être perdues dans 100 cartes. Mhm. Et ce serait des singletons. Alors que déjà en moderne, ben, quand tu joues en 60 cartes, 60 plus 15, ben, tu te bats déjà dans des mulligans pour pouvoir trouver tes cartes side. Ici, il y aura un effet beaucoup plus random sur le fait de trouver ta carte de side ou pas dans les games. Je pense qu'il rendrait des games un peu moins intéressantes aussi, parce que tu as certaines cartes de side qui sont totalement dévastatrices dans un format éternel, et que ce serait un peu bah, la personne a trouvé de choke sur ses 10 premières cartes, bah, l'oppo il va pas te rejouer, quoi. Et je trouverais ça beaucoup moins intéressant à cause de ce mécanisme-là, quoi. Une autre idée, oui, c'est très pertinent ce que tu dis. Et ça reste intéressant de, des fois, chercher, bah tiens, ce Fatal Push contre Diada, qu'est-ce que j'ai quand même pouvoir en faire, quoi. Est-ce que j'ai quand même pouvoir en tirer tirer un petit peu de value et permettre des réflexions intéressantes. Et l'autre option, ce serait de réduire le nombre de cartes dans le format, mais j'ai peur que ça rende le format drastiquement plus puissant, globalement. Avec Et des que ça parties casse aussi plus, l'identité gorges. du format, non? Personnellement, le fait qu'il y ait 100 cartes, c'est pas. Oui, c'est clairement, c'est les règles de base, hein, c'est ce qui est défini, mais c'est Oui, pas ce qui enfin, m'attire le plus dans le format. Je me fais dire, ah, je le sens pas parce qu'il y a 100 cartes. Non. non, bien sûr, mais je pense que ça fait partie Mais du package et de l'affect aussi que oui, bien les sûr. gens ont pour le format. Mhm. On a vu le shift pour 10 PV qui avait été difficile pour Mhm. rester. Voilà, ça avait été difficile. J'imagine qu'un changement du nombre de cartes, j'entends déjà aller, bah, pourquoi on s'appelle encore comme Duel Commander si c'est Clairement, plus hein, 100 je me cartes, pose beaucoup quoi. de questions. Mhm. Non, non, clairement. Oui, mais non, moi je proposais des idées en vrac comme ça, hein, mais pour vous montrer qu'on y réfléchit. Et Mmh. après aussi, le fait de rendre les wish légales, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose au monde. Il y a beaucoup de tort dans ce format. En rajouter une palanquée de plus, parce que faire surtout pour trouver des cartes extrêmement punitives, comme le choke à Sisanico.
Pour juste préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur le fait que tu avais 6 cartes perdues dans 100 cartes, c'est sûr. Après, c'est déjà 5-6 cartes qui répondent mieux à certains match-ups que 5 cartes entre guillemets mortes. Moi, ça me va entre guillemets. Et après, en termes de taille de side, même si ça semble compliqué par rapport à ce qu'on disait sur les Jenga, sur la complexité de remplacer des cartes en singleton et compagnie, on l'a vu de par Wizard, rien n'empêche d'adapter le nombre de cartes du sideboard au format, notamment comment dire, en Arena où ils sont passés sur 7 cartes de side en BO1, comme ça. Enfin, voilà, c'est parce qu'ils voulaient ils voulaient diminuer le jeu. L'important en fait du side dans les autres formats construits, c'est que les dynamiques des games changent en game pré-side, post-side. C'est vraiment ça qui est important dans le sideboard. C'est pas de dire je vais rentrer une carte pour pouvoir gérer ton main deck. Généralement, tu side pour gérer le side de l'adversaire. En fait. C'est comme ça que tu joues. Et ici en DC, ce serait beaucoup plus un aspect random qui va se dire ok, je vais essayer de gérer le deck de l'adversaire. Enfin, je vais changer les mauvaises cartes de mon deck, je vais rajouter des cartes qui vont être très très fortes. Parce que les cartes qui vont être dans le side, globalement, ça va être des cartes de hate très très importantes contre le deck adverse. Et c'est pas très intéressant ça, parce que ça va être juste rajouter du random au format. Et on critiquait le random sur des cartes comme Comet et tout. Là, on va rajouter de la variance. Et donc, je pense que c'est moins intéressant. Dans le sens où effectivement tu peux toucher tes cartes de side et pas l'autre, oui je l'entends. Dans le sens où du coup post-side potentiellement, je dis bien potentiellement, on a une minorité de cartes mortes dans son deck à ce moment-là, dans des match-ups, si ça peut se faire, ça peut. Ça fait un bail monumental que j'ai pas réfléchi à la question et je la ressortais juste parce qu'on l'avait posée. Si on peut minimiser le nombre de cartes mortes, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, dans le format qu'on perde une partie parce qu'on a pioché une. Je crois que ça arrivera jamais. Un format avec beaucoup de ressources, avec des généraux qui créent de plus en plus d'impact in-game. Si je fatal push, ça joue à bridge. J'ai quand même les moyens de me battre. C'est important aussi de jouer des cartes capables de recycler ces cartes-là. Il y a de plus en plus de moyens de faire je vais défausser, repiocher, ou des cartes à pitch peuvent aussi compenser ça. Et le fameux argument du au pire ça se pitch sur faux, c'est quelque chose. Non, mais enfin, à la fin, c'est quand même quelque chose qui peut t'aider à justifier de jouer. De jouer plus de choses, sachant que oui, Fatal Push, elle est efficace dans 95% de tes match-ups d'une journée. Et oui, à un moment, tu peux affronter All Stick Fingers ou Diada et ce sera une carte morte. C'est aussi le ledge qu'ont ces jeux-là de dire je vais blank une partie de Terry Removal et me battre sur un autre plan, et puis ils vont perdre un peu plus quand ils vont affronter. Comme quand tu pioches Rexage face à Mono Bleu. Pas la folie, mais quand tu tombes contre moi avec Citis, ton Rexage, j'étais bien content de le voir. C'est comme dans les autres formats construits où Control ne va pas jouer de créature en game 1 pour pouvoir enlever les cartes, bloquer les cartes, les removal dans la main adverse. Ça arrive un peu dans ce même système-là en fait. Je pense que c'est pas si dérangeant que ça. C'est construire son deck en fonction de ce qu'on attend et en fonction du jeu, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour en tout cas. On peut libérer, je pense, cas. Moondust en tout cas et partir sur certaines questions. Merci en tout cas à toi, Moondust. Pour ton temps et ta réponse. Ces échanges très intéressants, j'espère avoir répondu. Sinon, le SAV, c'est fait20@comité.com. Vous avez le chat, le Discord et le site web du comité qui vient de s'afficher, donc n'hésitez pas à passer à ce moment-là par là-bas pour si vous avez des questions pour le comité. On rappelle que la prochaine annonce aura lieu sans aucun doute pour sûr le 27 mars, qui est le dernier lundi du mois de mars, dans 2 mois. Je pense que ça n'a pas changé, ce sera dans 2 mois la prochaine annonce. Oui. Voilà. C'est vraiment d'être régulier le plus possible pour les gens.
Vinpad en FNM avec des cartes bannies, c'est Worst Feeling in the World. Ah. Ça marche. Merci à toi en tout cas, Moondust. Et puis Pas de soucis. à une prochaine en tout cas. Toujours un plaisir. Yes, Peut-être sur un merci, tournoi. ouais. Et on se voit au pire au France, j'espère. J'espère aussi. Allez, à plus. Dans la place VIP. À plus. Ciao. Au stream, au commentaire. Stream commentary. J'espère. Après le bureau de drop. Drôle. On va passer maintenant sur les sujets un peu divers et variés, vu que maintenant Moondust n'est plus là. Vous pouvez évidemment tous cracher sur les membres du comité, évidemment. Ne le faites pas ce soir, s'il vous plaît. Je tiens à ma chaîne. Je tiens à ce qu'ils reviennent dans 2 mois. Question. Qu'est-ce que vous voulez aborder comme sujet? Je sais qu'on a parlé de la Coupe de France. Est-ce que vous voulez reparler un petit peu de ce merveilleux événement 2023, première moitié 2023, parce que les tournois en tout cas se déroulent de maintenant jusqu'à juin, début juillet peut-être, et pour avoir Il me semble que la finale. date arrêtée de la Coupe de France, c'est le 2 juillet. 2 On va avoir juillet. lu ça. C'est le 30 juin, 30 juin. Ok, bah, Je oui, pense. enfin, c'est à cheval Ouais, c'est ça. sur ce week-end-là. Moi, j'avais quelque chose à dire à toutes les personnes qui vont écouter ce message. Participez aux championnats régionaux autour de vous. N'hésitez pas à bouger pour aller les faire. Demandez à vos orgas d'organiser des Open Qualifiers et venez à cet événement. Ce sera vraiment très très bien. Déjà parce que je fais une confiance absolue à MTG Prime pour l'organisation. Et ensuite parce que je pense que vous allez passer un bon moment et progresser énormément dans le format en jouant ces événements qui sont compétitifs, certes, qui peuvent être un petit peu rebutants pour cet aspect, mais même si vous avez envie d'avoir vos premières expériences, moi j'ai fait mes premières armes en compétitif dans le format, je n'en regrette pas du tout et je vous conseille d'en faire de même. C'est le meilleur circuit pour commencer, c'est la meilleure aubaine. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et j'ai vu quelques messages qui parlaient du compétitif et des problèmes du compétitif, la différence entre casual. Je suis rentré dans le format, j'ai commencé à jouer en compétitif il y a 1 an et demi. Et c'est juste mon expérience personnelle, mais ça m'a juste apporté des superbes rencontres. J'ai rencontré que des gens exceptionnels, je pense, dont Oni, Domino, Rajen. Enfin, vraiment, on passe des super bons moments, on passe des week-ends entre amis. Et c'est avant toute chose, enfin, avant même le tournoi, le plus important, c'est on passe un week-end entre potes, on loue un Airbnb, on va un peu aux 4 coins de la France. Moi, je descends de Belgique pour arriver jusque-là. Et on boit des verres, on mange un resto le samedi soir. Et puis, il y a le tournoi. Et le tournoi, c'est rencontrer aussi énormément de personnes, discuter avec mon adversaire après la game. Et je pense que c'est possible que certaines personnes ont eu des mauvaises expériences avec certains joueurs, mais que c'est pas la majorité du tout, et que la majorité des gens qui sont là, ils sont bienveillants, ils sont là pour s'amuser, parce que ça reste un jeu Magic, faut surtout pas l'oublier. Et le seul objectif, c'est de passer une bonne journée, quoi. Je comprends que ça puisse faire peur. Et je pense que les acteurs du format et que les gens qui sont présents sont pour la majorité très bienveillants, et il faut pas avoir peur de venir. On rappelle qu'actuellement, pour ceux qui auraient peur que ce soit un souci d'argent, si vous pouvez très bien utiliser, chez les Chroniques, on fait un tournoi qui est online et qui est full gratuit, et qui vous permet de jouer. Il y a un petit lot pour le premier, quand même, pour avoir un petit peu de challenge, mais ça vous permet de tester et de découvrir un petit peu la communauté, même si c'est online et que c'est pas forcément avec du vrai carton. Vous pouvez complètement venir jouer, ça vous coûte rien du tout. Faut juste un ordinateur. Et c'est le meilleur moyen de tester des decks pour après acquérir les cartes et pouvoir les jouer. Voilà, si vous avez des doutes sur des decks à jouer, c'est vraiment le meilleur environnement pour ça. La principale motivation de participation au tournoi des Chroniques. Si vous êtes intéressé, j'en profite, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur le Discord, poser la question sur la taverne si vous avez besoin d'informations et on vous donnera les accès. La reprise, les inscriptions vont bientôt recommencer pour le mois de... On est en quoi? Le mois de février. Du coup, voilà. Pour information, si ça vous intéresse, et comme je répète encore une fois, c'est gratuit et vous pouvez affronter du beau monde, puisque peut-être que Oni, Nicolas ou Domino seront là pour les prochains. Oui, totalement. Je sais que Nico est qualifié, j'ai vu ton nom passer quelque part.
Pour le top 8 de celui de ce mois-ci. Mais je vais reparticiper au celui du mois prochain. Alors ça m'apporte, c'est pas mal pour tester les decks avant de les amener en tournoi. Donc c'est toujours pas mal de faire ces tournois-ci. Vous avez fait dernièrement, Bonnie, Domino? Moi j'avais fait celui de février, j'ai joué un deck que j'ai amené ensuite en tournoi, qui s'appelle Citis, je sais pas si vous connaissez. Je me suis fait dérouler. J'ai affreusement mal joué, je me suis fait dérouler, j'ai drop assez tôt, du coup je pense m'inscrire sur celui de janvier, et du coup m'inscrire sur celui de février pour y participer et faire un peu plus honneur à mon deck qui ne fonctionne pas que en paper mais aussi en ligne, je vous le rassure. Sans T'as des vouloir mains annoncer. magiques. On T'as a des mains magiques. bien vu tes finales de top 8, effectivement, quand tu joues Citis. On a compris comment ça se fait que tu gagnes. C'est pas très glorieux, faut le dire. Moi C'est aussi, pas j'ai fait toujours celui de glorieux, mais Vas-y. Et Domino, oui. Non, vas-y, finis, excuse-moi, Annie. C'est non, pas toujours glorieux. non, je disais, mais les games, c'est pas toujours glorieux quand tu gagnes sur un top deck ou parce que ton adversaire lit mal un enchant et s'empale dans des trucs. Bah, ça arrive, hein, c'est possible. Yar, c'est fort. Trop de texte sur ton board, en fait, c'est ça le problème. Ouais, Protect sur ton board, c'est puissant. Mais de toute façon, elles sont pas lisibles, elles sont en japonais. Elles sont foil. Alors, elles sont pas foil. Elles sont pas foil parce que c'est des vieilles cartes, mais elles sont pas en japonais parce que comme ça, au moins, quand tu la poses sur le champ de bataille, ton adversaire dit « Ça fait quoi ?» plutôt que de dire « Ah oui, pas lu ». Enfin, c'est le bien moyen que j'ai trouvé de faire lire les... En fait, je prends surtout les cartes qui ont des textes oracles très différents du texte imprimé. Je les prends en japonais. Ça évite d'avoir une confusion avec mon adversaire qui prend la carte, la lit, et fait « Ah ok, ça fait ça », et en fait, qui comprend mal l'effet. Ça permet aussi aux gens d'appeler des judges. Et ça, j'en profite un petit peu parce que avec des judges lors des derniers tournois ou quoi, et je pense que c'est là soit importante aussi où je peux parler de ça. Pour ceux qui commencent à faire leur premier tournoi ou qui ont déjà fait plusieurs tournois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler un judge. Les judges, c'est pas des méchants policiers qui viennent pour vous punir et vous mettre des amendes, c'est pas du tout ça. Les judges, ils sont là pour vous aider. Alors, c'est leur premier objectif. Et donc, si vous avez le moindre doute en comment fonctionne une carte ou quoi que ce soit, posez la question à un judge. Si votre adversaire vous dit quelque chose que vous croyez pas, vous êtes en mode bah, pourquoi tu m'expliques ça? S'il veut, son adversaire te dit bah t'as loupé ton trigger, tu peux lui dire bah je pense pas, ou si t'as une hésitation, tu appelles un judge et ce sera au judge de décider ce qui se passe. Ils sont là pour que les règles soient respectées et faut pas du tout avoir peur de les appeler. Je pense que c'est super important. C'est important d'appeler toutes les raisons possibles. Et sinon, ouais, je vais juste te dire que moi, je m'étais fait variancer violemment sur le tournoi de janvier. Genre, j'ai fait Death, Flood, Death. Voilà, j'ai fait, ok, ce n'est pas pour moi. Un vrai deck de MTG Arena, ça. Mais non, mais c'est le shuffleur cocatrice qui... N'oublie pas. Ouais, non, c'est la vie. Ça arrive. Je rappelle également que vous pourrez retrouver l'annonce du comité que vous avez entendu soit en replay Twitch, soit à partir de samedi prochain pour ceux qui viennent d'arriver et qui malheureusement ont raté les explications de Moondust. Samedi prochain, vous aurez le replay YouTube. On priorise, je suis désolé, on priorise les tops de la nouvelle édition qui arrive bientôt justement. Donc voilà, vous aurez les tops mercredi suivi du live samedi prochain. Voilà. On va pouvoir apporter d'autres sujets. Je sais que vous en avez profité pendant que Moondust était là pour poser certaines des questions que vous aviez. Je laisse la parole à qui veut. Juste une petite précision pour un mot qui a été laissé sur le Discord, qui demandait par rapport au comportement des joueurs, comme quoi il y avait des joueurs avec un comportement négatif. C'est possible de rappeler un bon comportement ou autre. En fait, quand c'est ça, juste de la même manière que qu'on vous invite à call judge pour n'importe quel souci dans la partie, les soucis en vocal et les comportements négatifs, ça se rapporte à des organisateurs et des judges. Et il faut pas hésiter, parce que ces gens-là, bah, si vous leur faites une remarque, peut-être que... faut pas hésiter déjà dans un premier temps à leur faire une remarque, leur dire bah, ce que tu viens de dire c'est un peu moyen.
Et puis, si la personne, elle persévère, faut pas hésiter à le rapporter gentiment à un judge, qui va pas forcément avoir, pareil, une réaction ultra punitive directement, qui va surveiller, prendre une décision en fonction d'eux, et les organisateurs également. Des fois, c'est un souci de communication qui passe dès qu'on est avec quelqu'un, et des fois, c'est avéré et il faut réagir. Juste pas comprendre à la personne que ce bon, bah, pas ce qu'on veut sur un tournoi ou sur un événement. Et ça, bon, pas plus que ça. Facile. Voilà. Eh ben, parfait. Merci Domino pour ton intervention sur ça. C'est vrai que c'est intéressant. On n'entend pas souvent parler. Est-ce que tu veux rebondir sur une autre question, sur un autre sujet? Moi, on m'a demandé pourquoi Imperia ban et pas d'été ou inversement. Et on m'a également demandé pourquoi c'était. Quand on regarde les stats d'MTG Top 8, on voit que bleu c'est surjoué, alors qu'on s'évertue tu à dire depuis tout à l'heure que les stratégies bleues, en ce moment, c'est un peu en galère. En tout cas, en galère sur. Excepté Raffine et Breach, peut-être. Et Raffine n'est pas forcément la stratégie la plus bleue possible. Vous avez des là-dessus. De mon côté, je pense que Raffine, c'est pas un très bon deck actuellement. Je pense que c'est un deck qu'il faut pas jouer parce qu'il perd contre tous les autres decks terrain qui sont, pour ma part, donc Grist, Diada et Burn. Ou Burn, Balmor, Gerson, je prends ça dans le même cas. Raffine a un mauvais match-up contre eux. Raffine a un match-up even moins. Raffine a un mauvais match-up, très mauvais match-up aussi contre Yoshimaru. Et Raffine a un match-up even moins contre Will Eleven. Donc pour le coup, je pense que c'est un deck qui est bon overall, mais qui est super mal positionné et que c'est pas le deck à amener pour l'instant en tournoi. Et on voit que dans les performances, les dernières performances, il a beaucoup moins été présent. Le deck bleu qui est joué actuellement, c'est surtout Will Eleven. Et un petit peu Ertai aussi, qui sont deux bons decks bleus. Tivit, il n'est quasi plus joué. Mais il y a aussi une chose, je pense que le Duel Commander, c'est un format de français, et les Français adorent râler, et ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Donc, dès qu'on, il y a un peu ce côté peur du bleu en Duel Commander que j'ai beaucoup remarqué. Et donc, chaque fois qu'il y a des counterspells qui sont joués, il y a un joueur de Duel Commander qui s'énerve et qui tilt. Donc, c'est un peu là. Alors, on n'empêche pas du tout la Belgique de créer son propre format. Je serais sec, mais voilà. Je préfère venir en France pour gagner les tournois. Je tiens à préciser ton propos. En fait, si on regarde sur MTG Top 8, dans les cartes les plus jouées et qu'on s'arrête aux 3 derniers mois, on a effectivement beaucoup de bleus. Ouais. Si on regarde sur le dernier mois, c'est beaucoup moins le cas. En fait, les premières cartes sont des removals. C'est Swords, Letting Bolt, Fatal Push, DT, Fury. Et en fait, sur ces 5 cartes, il y a Dominic Tutor, ok, mais les 4 autres, c'est des removals. Alors certes, c'est Swords, Push, Bolt, c'est des cartes qui nous font penser tout de suite à Will Eleven. Et comme tu as dit, c'est certainement des meilleurs blue decks du format actuellement. Mais c'est que après seulement qu'on trouve Wash Away, Force of Will, Force Spike, qui ont d'ailleurs le même ratio exactement, parce que j'imagine qu'on trouve 3 dans le même deck directement. Et après, c'est un peu la teuf, on trouve Ending, Clamp, Brainstorm, celui. Et ce qui prouve bien que le format est assez riche au final, et que les bonnes cartes, c'est les cartes qui sont juste bonnes génériquement. Force to Plowshare, Lightning Bolt, DT, etc. et qu'on retrouvera dans beaucoup de decks. Il y a une stat qu'on n'a pas sur MTG Top 8 et que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la part de Source to Plowshare dans les decks qui jouent du blanc, en fait. Et je suis sûr qu'elle est au moins à 98,9%. Je vois pas comment ça peut ne pas être aussi haut pour Source to Plowshare. Même Lightning Bolt pour les decks rouges, ainsi de suite. Peut-être pas à 100% parce qu'il y a des decks comme Nij Mizzet qui vont peut-être pas se permettre de jouer Lightning Bolt mais joueront Source to Plowshare. Et effectivement des decks bleus qui vont pas pouvoir se permettre de jouer Force of Will parce qu'ils n'ont pas le blue count s'ils jouent 3 ou 4 couleurs. Mais le reste du temps, on devrait trouver des cartes à très très haut niveau. Et on trouve peu de cartes
plan de jeu, Proactif. de moteur en fait, d'engines. La seule carte qui s'en approche un peu, ce serait Skullclamp que je vois dans le lot. Et tout en bas, Loyal Apprentice. Et c'est juste une carte d'aggro. Donc c'est vraiment la preuve que le format n'est pas forcément dominé par une couleur ou par une stratégie actuellement. Il est très riche d'ailleurs. Le No Change va dans ce sens. Et des decks comme Raffine qui sont peut-être un peu en perte de vitesse, ça peut être aussi simplement local. Se dire, voilà, on a tel tournoi, il y a eu les gros grinders qui sont descendus. On a eu des Diada et des Will Calurus, des Will Eleven. Et en fait, tout au long de l'année, dans la même région, c'est des decks un peu plus pet deck. Et du coup, Raffine reste très, très forte contre eux. Faut pas oublier toutes ces tendances. On est sur des petits échantillons. De plus en plus en grande quantité d'échantillons de meilleure qualité via la CDF. Je pense que d'ici fin juillet, on aura une meilleure vision de ce qu'est le format. Et il faut pas oublier que la plupart de nos stats, elles sont basées sur des tournois 40 joueurs quand tout va bien, quoi. Mais et aussi le fait que ce soit des interactions à 1 qui sont les cartes les plus jouées du format, je pense que c'est révélateur d'un format qui est sain. C'est-à-dire que le format est interactif, qu'on veut interagir avec l'adversaire, et que c'est toujours mieux d'avoir des cartes interactives qui sont plus jouées que des cartes proactives. Si c'est des cartes proactives qui sont plus jouées, ça montrerait que le format part un peu en couille et que ce soit juste à celui qui fasse les choses plus broken qui vont gagner, alors que ici pour l'instant il y a un échange de ressources continuel, quoi. Et je trouve ça très intéressant. Je vais rapporter des questions que j'ai en off. Je suis assez d'accord avec vous. Je reviens surtout sur la décision qu'effectivement, c'est sur les 3 derniers mois que les sorts ont été les plus joués. Et si tu regardes sur le mois dernier, effectivement, moins présent. Ce qui prouve que le format va même de mieux en mieux parce que cette différence entre les couleurs se perd. Moi, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est qu'en regardant dans le top 10, il n'y a pas une carte verte. Et ça m'embête un peu parce que vert, c'est Grist actuellement, globalement. Si je dis pas de conneries, vous m'arrêtez. Ouais. Et chez Grist, vert, c'est les dorks. Et peut-être 2-3 créatures. Des cartes comme Pod qui peut se permettre de jouer juste sur l'identité couleur vert et en fait pour le joueur mono-black. Et éventuellement sur Craft. Du coup, ça fait un peu un verre de soutien et d'accélération en mana. Enfin, c'est un verre vraiment de mana. Et de 2-3 cartes un peu Krakos. Pour le coup, c'est un peu significatif du Magic actuel. On voit qu'en standard, par exemple, il n'y a aucun deck vert qui font des top 8 depuis au moins 3 mois, je pense. Le vert aussi en pionnière. En pionnière, il y a Mono Green, mais ce qui est un deck très très spécifique. Sinon, c'est le seul deck vert, je pense, avec peut-être Grul Midrange, et qui c'est un deck un peu moins bon, ou Angel, mais qui est joué juste pour les collectifs compagnie. Donc, pour l'instant, il y a eu toute cette période, en fait, Uro, Oko, de Throne of Eldraine, où le vert a vraiment été très push. Et Magic, Wizard a fait oh là, les gens en aura le cul que ce soit des decks Omnatrand qui gagnent, que ce soit Uro, Oko, on va se calmer là-dessus. Et pour l'instant, on voit que c'est la couleur blanche qui est très push. On a vu avec Initiative, on a vu avec des removals comme Prismatic Ending, comme Leyline Binding, et toutes les dernières cartes qui sont sorties. Avec l'apparition que... Parce qu'avec Lave aussi, oui. Parce qu'avec Lave et Dispelbinder, c'est des cartes qui sont de très bonnes cartes. Hein. Après avoir été le mauvais élève des 5 couleurs de Magic pendant très longtemps, et ça fait du bien de voir Blanc acquérir énormément de nouveaux jouets. Moi, ce que je regrette, c'est que tu parles de removal, et en fait, les Prismatic Ending, les Live Ending, c'est que des cartes de multicolores, c'est des colores cachés. En fait, c'est pas des cartes que tu peux jouer dans mono blanc, et en fait, dans mono blanc, on a toujours le gap. Une fois que tu mets Source to Plusher en removal, après, tu regardes Oost, tu te dis, waouh, c'est quand même très rituel. Ouais, puis après, tu regardes Portable Hall et tu fais, waouh, ça touche quand même pas tout dans le format. Et c'est très rituel blanc, aussi. Au blanc, ok. Ouais, mais c'est dépend du nombre de... Ouais, il dépend du nombre de plaines, donc c'est pas vraiment jouable dans un format Eternal où tu veux des terrains qui essaient de faire un peu plus de choses que juste s'engager pour du mana blanc. Et mais par contre, c'est clair qu'en termes de créatures, Royal au bar, on a été servi.
Et La le Soul nouvelle Partition gestion aussi qui qui est arrive, hein. sorti. T'as la Le nouvelle Soul Partition gestion. qui est sorti. Ouais, Soul Partition, mais Soul Partition, c'est un cas un peu particulier parce que, en fait, pour moi, c'est assez proche de Oost ou de Unexpectedly Absent. T'empêches pas la carte de revenir, c'est que des removals limités dans le temps. Ils sont très bons en tempo, mais on est très loin de, à l'ancienne Oblivion Ring et Source to Plowshare où tu te débarrasses du truc et tu ciao, quoi. Bah, tu as le nouveau, là, ils ont sorti un nouvel enchantement pour 2. Ouais, Enchante bien sur un sûr. terrain. J'en suis. T'inquiète pas que je suis très très au courant de. C'est pas pour toi, c'était pour les autres. C'est parce qu'il fait Mais, piocher cet enchantement, c'est bizarre. Ouais, Perturbation, il y a écrit pas trop plus piocher. Ancestral Recall. Aïe aïe aïe. Mais ouais, c'est des cartes. J'espère qu'on va arriver sur des removals de la qualité de Ending ou Binding, mais qui seront pas destinés à 5 couleurs. Moi, c'est vraiment le petit reproche que je ferais à la direction qu'a pris le Mana Blanc aujourd'hui. Et peut-être que Vert va pouvoir apporter des nouvelles choses plus intéressantes dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins long. Peut-être qu'on aura des super hobbits dans H3, Lord of the Ring, avec une thématique tribale ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra de quoi demain est fait. Il y a un truc qui est difficile aussi dans le format, c'est que la qualité des bêtes, sur toutes les couleurs, comme tu l'as dit, tu l'as dit que la qualité des bêtes en blanc avait augmenté, et la qualité des bêtes vertes est restée sensiblement la même. Tu vas en avoir des très bonnes qui sont sorties, on avait Cubé, on avait des trucs comme ça, qui ont fait des gros ravages au moment où elles sont sorties. Par contre, en fait, les removals de verre, c'est des fights à la base, et si la qualité des bêtes adverses elle est quasiment identique aux tiennes, en fait, tes fights ils sont bien moins intéressants. Déjà, c'est un souci. En plus, on sait que les fights, il y a forcément le souci des blowouts sur removal de la part de ton adversaire, qui rend l'utilisation de ces cartes très galère. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles les stratégies vertes peuvent avoir un peu plus de difficultés à se mettre en place quand elles n'ont pas une couleur de support à côté pour avoir de l'interaction en fait. Le gros problème de Vert, c'est qu'il n'a pas évolué en fait. Les bêtes, ce sont des dorks et des gros pâtés où il est marqué Can be counter dessus. Ouais. Et à part ça, il y a que ça en fait. Il y a eu cette période avec Uro ou quoi où ils ont essayé de faire des choses de plus où le Vert commençait à piocher. Et ils ont compris que quand le Vert pioche rampe, ça devient un peu trop fort parce que le fait de piocher, ça comble les faiblesses de rampe, globalement. Dès que tu mets du bleu dans ton Vert, c'est. Non, mais c'est ça, hein, les cartes dont on parle, c'est Oko, Uro, Omnat, elles sont toutes bleues, hein, ces cartes. C'est ça, c'est ça. C'est devenu, c'est un niveau qui est trop puissant pour le format, et là, j'espère qu'ils vont essayer, ou Krasis, et j'espère qu'ils vont essayer de retrouver, un peu comme le blanc, faire quelque chose de neuf, et retrouver autre chose. Ouais, un peu rework que ça, quoi. Il y a des créatures sympas qui sont sorties depuis un moment. Hein. Tu prends l'Outlander en vert à 2, c'est une bonne petite bête. Là, il y a le Contrix, je sais plus comment il s'appelle, le 3-2 Phyrexion là, qui peut se sacrifier pour détruire un artefact, un enchantement ou proliférer, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ils sortent des créatures qui sont bien, mais. Mais c'est 50 Shades of Rexage en fait. C'est ça. Et en fait, Blanc a reçu pareil. Blanc a reçu Rexage littéralement sous la forme de Loran. On avait reçu Outland Liberator, on l'a reçu dans le même set avec Qatar Commando. Ouais. Et en fait, c'est un design, ok, c'est Naturalize versus Disenchant, 50 Shades of Destroy Target Artifact or Enchantment. Ouais. Mais il va falloir peut-être un peu renouveler. Je pense que des cartes comme Questing Beast, qui est certes un gros pâté, qui a beaucoup de texte, etc., c'est des pistes plus intéressantes que réimprimer un énième Outland Liberator. Et quand on voit que les autres couleurs, en fait, ils ont eu une carte comme Fable of the Mirror Breaker, qui est une carte qui va amener un rouge beaucoup plus grindy. Donc on sort de ce côté rouge très burn. Il y a les cartes comme Wedding Announcement pour le blanc aussi. Il y a une carte qui pioche, qui grind. Et on cherche. Restauration des Gonjo aussi, oui. C'est ça. Et
Le vert, il n'a pas eu ça, quoi. Il reste vraiment dans cette identité. Je vais juste mettre un gros ton, un gros pâté, pas très fin, et qui va être marqué qu'on ne peut pas être contre-carré parce que ça va battre bleu, quoi. Enfin, ça reste très très limité. Après, le souci, c'est que cette histoire de gros pâté, t'es obligé de leur trouver au moins une couleur en fait de Magic. Et Oui, mais- du coup, si c'est pas le vert, il faut que ça soit une autre. En fait, il peut faire autre chose que ça, ce gros pâté. Le problème, c'est que... Ah, il est toxique. Ouais, Ouais. mais tu vois, par exemple, il y a Win qui parle de Sheoldred. Sheoldred, c'est exactement un gros Ouais. pâté. C'est un gros Oui. pâté qui fait un truc, quoi. Et Sheoldred, en fait, dans son design, les taxes sur la pioche, c'est pas vraiment dans le color pie du vert, mais en fait, la carte pourrait être verte. En fait, c'est. Sheoldred, on aurait mis Vorinclex, on aurait changé l'artwork, il serait vert, il ferait ça. Il n'y aurait pas grand monde qui serait excessivement choqué. Et, Ah non. Mais c'est pas la color pie du vert de drainer. Tu non, vois, par non, exemple, c'est ce que je dis, c'est pas exactement dans la color pie du vert. Je rebondis mais sur ce que tu disais. on peut faire des tons, des gros pâtés, des grosses stats qui passent le vanilla check très très fort et qui ont Ouais. des capacités intéressantes. QB, par exemple, tu vois, c'est une carte qui a un impact dès qu'elle arrive sur le champ de bataille. Ouais, C'est ça. ça, c'est important. C'est des cartes qui, en fait, demandent à ton adversaire d'avoir un... Parce que, finalement, un truc qui manque au vert, c'est ça. C'est des cartes qui, quand elles vont être là, ont un impact direct sur le champ de bataille et qui permet d'avoir une pression et de forcer une interaction de la part de ton adversaire. Ça le fait moins bien que ça a pu le faire avant, parce que les interactions ont évolué, parce que plein de choses ont évolué. Et parce que aussi ton adversaire, il va avoir des créatures de meilleure qualité, même s'il n'est pas dans ta couleur. Ou en tout cas d'aussi bonne qualité. Tu prends par exemple, qui s'appelle Steel Leaf Champion, je crois. C'était un 5-4 pour 3 qui s'accélérait sur un elfe. C'était très fort quand c'est sorti. Aujourd'hui, tu le sors en standard avec la qualité des interactions ou autre. Je pense pas que tu sois très frais. C'est pareil. Ouais, mais c'est même pas des cartes qui te donnent envie de builder autour. Oui, en On plus. parlait de Fable of the Mirror Breaker. Fable of the Mirror Breaker, c'est une carte, t'as envie de la jouer parce qu'elle trempe, parce qu'elle te fait défausser, du coup tu peux interagir là-dessus. Ouais. Puis derrière, une fois qu'elle est flippée, c'est le jackpot. Elle peut faire des trucs. C'est des cartes qui te donnent envie de construire autour. Et ça, en vert, il y a eu Titania qui a été reprint en MH2. Titania, c'est une carte qui te donne envie de construire autour. On parle de Titan aussi. Ouais. Par exemple, Titan vert, le Titan vert, genre c'est classique, c'est je pense une des dernières bonnes créatures mono vert qui a existé, quoi, et qui est encore jouée actuellement. Je suis violent, mais c'est une carte, vraiment c'est un build run, c'est joué en moderne, ça a un build en moderne, le deck porte son nom, et c'est une carte emblématique qui est toujours présente, et je trouve que c'est quelque chose qui amène vraiment une identité, quoi. Une carte comme, par exemple, une carte comme Thermo, ça amène pas l'identité du vert, ça amène l'identité d'un deck, jeune en moderne, mais ça n'a pas amené l'identité d'une vraie couleur, quoi. C'était une carte très très vanilla, malgré que quoi qu'elle sa puissance, quoi. C'est un peu comme une Questing Beast. Questing Beast, ok, c'est puissant, mais ça donne pas l'identité à une couleur, ça donne pas, on peut pas construire autour. Ouais, le vert actuellement c'est Build Around, c'est Earthcraft, Survie, Pod, et en fait c'est des cartes, certaines elles ont 20 ans, d'autres elles commencent à en avoir 15. Et en fait, il manque de nouveaux build around. Je parle pas forcément en termes de power level, mais il faut apporter des cartes qui donnent envie de construire autour. Le blanc a été ultra servi avec Initiative ces derniers temps. Des cartes comme moi, j'adore Light Pose, qui est une carte qui te donne envie de builder autour. Et en vert, on gratte les fonds de tiroir. Aujourd'hui, c'est quoi les généraux monogreen? Surfaren. Ouais, Surfaren. C'est pas Titania, on en parlait tout à l'heure. Titania, tu peux avoir mais Finn si tu veux une optique un peu. Titania, c'est à 10 ans, les gars. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, tu le disais tout à l'heure, tu disais que les. Tu disais tout à l'heure que les comment ça s'appelle, le vert, c'est une couleur de soutien. Ouais. Je pense que même parce qu'il y avait aussi la question de savoir si Legacy était testé, était pris en compte par Wizard, donc je crois que toujours pas pris en compte par Wizard. Mais le fait que je pense que c'est quand même dans leur tête que le vert sert de soutien, et du coup à ramper pour aller vers d'autres choses, et donc si tu mets des gros trucs intéressants ou trop intéressants, en fait ils vont arriver très vite, vu que le vert intrinsèquement c'est les elfes, c'est la rampe. Du coup ton tour 4, tu vois, c'est genre ta Questing Beast, en moderne elle n'arrive jamais tour 4, elle arrive tour 3 en fait.
Et bon, et du coup, c'est pas très intéressant pour l'instant que c'est une beast dans le format moderne. Mais si t'as un truc de cet équivalent-là, bah, il va arriver plus tôt et du coup, ça va casser tout ce qu'ils ont mis 15 ans avant. Et peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a rien pour le moment. Pour les Le casser du Kibou temps, il faut y parle aller. de Trashta. Trashta, effectivement, c'est un général build-around en vert qui donne envie et qui a été testé. Je félicite encore Adrien Houssard pour son build qui était vraiment rafraîchissant dans le format et j'espère qu'on va pouvoir continuer avec des choses qui vont dans ce sens. Vraiment, je m'amuse beaucoup avec All Stick Fingers, mais c'est pas un deck vert. Hein. Il y a vert dans son identité colorée, mais c'est Never Evil of Summer. Moi, Et il a trois jetons verts. un truc que j'aimerais bien, tu vois, c'est que typiquement Maverick soit meilleur. Parce que Maverick, c'est un deck avec une belle identité verte à la base, qui partage un peu avec le blanc, certes, mais t'as des à faire. Aujourd'hui, t'as des cartes comme. Alors, c'est plus difficile en DC, hein, mais des cartes comme Collector Wolf et Light of the Reliquary, qui sont des vieilles cartes, Light of the Reliquary, cartes que personnellement j'apprécie, et tu fais des vrais trucs avec par contre. Light of the Ça, je pense que ça manque un peu au vert. Genre là, actuellement, t'as Cemetery Prowler, je crois, en carte intéressante en vert, sortie en bas de curve. Ouais, Loup qui exile les ouais, sorts. c'est vite fait, mais Je suis plus intéressé par Outland Liberator. Enfin, c'est Il y a plus, Domino. plus facilement plus gros. Domino, il y a une personne qui te demande c'est quoi Maverick. J'essaie de répondre, mais moi je ne me connais pas trop en Legacy, donc c'est compliqué. Maverick, c'est un deck qui veut jouer Knight of Reliquary. Et notamment. essayer de faire des petits trucs avec. Ouais, en gros, Maverick, c'est un deck très consistant qui va baser son début de partie sur souvent Elf ou Mother of Runes. Derrière, après, t'as ton tour 2, il est occupé par Talia. Et, t'as tes petites Talia qui taxe. Et tour 3, t'as pas mal de choses, dont notamment effectivement Night of the Reliquary. C'est le plan principal pour pouvoir aller chercher des cartes comme de Rakas, de la mana, tuer ton adversaire parce que ton Night of the Reliquary, en fait, il devient une 8-8 tape. Comme ça. Et tu joues un plan extrêmement ferme avec pas mal de réponses à des plans de jeu de type cimetière ou avec une idée de base très verte puisque ton engine principal pour comment dire, gagner en consistance, c'est Greensun. Voilà, merci. Lucky qui parle des bans des lands, Waste, Cavern, Field. Oui, c'est vrai que vert, c'est aussi très rattaché au terrain. On parle de Titan vert depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, Titan vert en DC, il est très fort à résoudre parce que c'est une 6-6 trample, etc. Mais si tu te limites à la color paille vert, tu vas être assez vite limité dans ce que tu peux aller chercher. Après, je suis pas sûr que tu iras chercher une caverne des âmes. Mais Field of the Dead, je suis pas sûr que tu en veuilles dans le format du tout. Et pour Wasteland, c'est une carte qui a été démontrée comme étant trop abusable par d'autres decks. Et je l'ai beaucoup fait. On va pas se mentir. Je sais de quoi la carte est capable. C'est peut-être bien qu'elle soit là où elle est. Non, je sais bien que tu n'en remets pas en question les bans, Vicky. Mais c'est vrai que du coup, ça affaiblit ça affaiblit pas forcément J-Trog, mais ça affaiblit le deck vert. On parle, tu dis Azusa. C'est vrai qu'Azusa aujourd'hui, elle manque de ces deux gros arguments qui sont Wasteland et qui ont été Field of the Dead. Et qui sont pourtant des cartes qui aujourd'hui font tenir Lands en Legacy par exemple, ou la stratégie Maverick, comme tu dis. Un deck où l'objectif c'est d'aller chercher tes Wasteland jusqu'à ce que l'adversaire dise bon je land pas ce tour-ci, à toi. Et qui aujourd'hui manquent en DC, mais sont trop abusables trop facilement. Parce que les mana base en face sont pas capables de les enlever. On va pas se mentir. J'avais vite fait tester et effectivement la qualité de tes lands qui sont des pseudo Wasteland est trop basse en fait pour il y a un que ça gap fonctionne entre vraiment. Wasteland et pas Wasteland la nuit. Et c'est très difficile de l'équilibrer. Alors je parle même pas de strip mine.
Mais Wasteland, ouais, c'est très difficile à équilibrer. Aujourd'hui, même un deck mono blanc ou enfin, deck mono, il va jouer des landes en base parce qu'il faut que ce terrain fasse des trucs parce qu'on est dans un Legacy / Vintage Powerhead et il va te permettre d'avoir bah tiens, je suis venu avec mono blanc, j'ai 38 plaines de base. Il faut que tes landes t'aies des Manlands, il faut que t'aies des Blades of Heroes, des trucs comme ça. Enfin, je l'ai sous les yeux. Et oui, t'auras trop de mains où tu vas te faire exploser la tronche par Wasteland Recursive avec Exploration et tu la prends 4 fois. Et on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de sideboard. On peut pas se permettre d'avoir des needles pour land. Enfin, voilà, on peut pas se permettre aussi d'avoir 50% de notre mana base qui est des fetch land et de dire ah bah voilà, j'ai trouvé mes basiques et il n'y a pas de problème. Gravate, c'est pas forcément si simple à mettre en place Non, aussi bien pour sûr. le récursif. Donc ouais, il y a donc- tout ça qui fait que c'est des cartes, bah, on attend le print d'un Wasteland-like. Pense à Charles qui fait des custom cards pour son cube. Wasteland que tu peux pas activer avant le tour 4. Ah ouais, bah, c'est peut-être ça qu'il faut. C'est à mi-chemin entre ce qu'on a avec Tectonic Age, mais tu payes pas le mana, du coup bah ça fait que ouais en late, je vais te poser toute ta mana base. Et en early, je te laisse le temps de te développer et du coup de me mettre en difficulté. Et au moment où je vais péter ta mana base, bah, t'auras des créatures sur le champ de bataille, tu mets. Voilà. Un coup. Un vrai coup. Je pense que Ouais, non, s'ils c'est avaient ça. voulu remettre Tectonic Cage, ils auraient pu le mettre au lieu de sortir les Field of Ruin et Devastation Ruin, je crois. Comment il s'appelle la dernière. Donc je pense Ouais, que c'est la clairement version pas l'optique et- de Wizard de mettre du Castland Non, Sauf bah que- on en pour parlait suivre tout à l'heure le avec premier Dust. Tristan. Ils veulent remettre la Battle Step au centre du jeu. Après, moi je trouve qu'ils le font très très mal parce que les créatures donnent pas envie d'être bloquées. Les créatures ont pas envie de bloquer des trucs qui arrivent et qui sont 5-5. Tu vas pas les trash block. Ça a tendance à faire des gros bateaux qui se passent l'un et l'autre devant et des mécaniques comme initiative qui peuvent passer d'un côté et de l'autre. Et soit t'es juste pas en mesure d'attaquer, enfin quand quelqu'un te fait Ogak T2, t'es juste pas en mesure d'attaquer, et par contre lui quand il attaque, bah, il a une 8 trample, donc ça sert à rien de bloquer. Ou en fait ils impriment des cartes qui jouent sur la battle step, mais qui sont pas capables de faire jouer les joueurs dans la battle step. C'est un peu dommage. Ça a commencé avec Ogak, Humbercleave, comme ça. Ouais, absolument. Humbercleave, tu veux pas bloquer? Ah, j'ai un bon bloc. Ah bah non, en fait, je suis blowout. Ah, j'ai perdu. Ah, ça va. Ouais, du coup. Alors que j'aurais Ah. pris les 3 dégâts que j'ai bloqués, bah je les prends dans le visage et moi derrière je t'attaque et je te fais mon Humbercleave. Peut-être avec Bataille, ouais, mais on en attend beaucoup. Et bah, de toute façon, enfin, Maro a dit que March of the Machine changerait définitivement Magic. Je sais pas s'il parle du lore. Je pense qu'il parle du lore aussi. Et ou du gameplay. C'est possible qu'il change le gameplay. Il y a 20 ans, à peu près 20 ans, les Planeswalkers sont arrivés. Là, ça va être Battle. Non, pas 20 ans. 14. Pas 20 ans. C'est. Je peux pas dire. Les Planeswalkers, c'est quoi? C'est 2007. 2006, 2007, 2007. ok. Pas 20 ans. Pas Pas encore. 20 ans. S'il te plaît, nous vieillis pas, s'il te plaît. Ouais, voilà, mais. Bah, pas encore 20 ans, mais. On est à plus de 15. Mais ouais, ça fait les Planeswalkers qui ont rien de changé au début. Hein. Pas trop au début. Ah non, ils étaient nuls, hein. Et d'ailleurs, le seul qui a survécu, c'est Garruk Langbestion. Mm. De Oui, toute c'est un cette peu joué. époque, il y a- Ouais. Ah si, tu jouais Jace et Ajani. Après. Non, mais Jace, oui, il a été beaucoup joué, mais aujourd'hui, Oui. en 2023, le seul qu'on retrouve de temps en temps dans des packs en 2014, c'est Garruk, hein. Jace Beleren, je sais pas. Non, mais si vous affrontez pas Mars quand on a un coréen foil jap, je sais pas quoi, qui peut sortir de temps en temps, vous le voyez jamais, Jace Beleren, hein, c'est. C'est bien, Jace Beleren. C'est nostalgique. Ouais, voilà. Si tu veux, celle que personne n'a jamais vue, c'est la Chandra. Tu vois. Je sais pas. Qui est ping et blast et Ouais. triple blast, je crois, sur la fin. Ouais, elle est rouge. Elle fait que ça. Il y a JC Pioche, elle est ping. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez un sujet parler? Je voulais vous proposer le gros tournoi à venir qui est le Fact. Vous avez envie d'en parler un petit peu, sinon
Là, juste avant, il y avait une personne qui me posait une question, donc je vais lui répondre. Mhm. Et il y a Lukibu qui me demandait si j'étais toujours aussi haut sur Balmor. Je pense que la carte, elle est vraiment puissante. Pour le coup, elle offre un deck building qui est intéressant. J'ai pas su trouver la manière de l'optimiser. Là, actuellement, il y a Florian Trott qui a travaillé sur une liste aussi, donc qui était une liste très tournée vers l'héroïque. Donc, en jouant beaucoup de sorts qui ciblaient nos propres créatures pour pouvoir piocher des cartes, ce qui permet d'avoir une grosse redondance de spells à caster au même tour, et c'était presque un deck combo. Donc, pour pouvoir jouer Balmor, je joue tout plein de spells, je t'attaque pour 10. Ça joue aussi des tours sup, donc les tours sup rouges qui coûtent 2 mana et qui font que au tour suivant tu perds, à la fin de ton prochain tour tu perds. Je pense que le build était assez intéressant. Je n'étais pas convaincu par toutes les cartes. Je pense que le spell héroïque c'était un peu trop, mais l'attaque des tours sub c'était vraiment très très bien. Et donc je continue un peu à travailler à la liste de mon côté avec des potes. On va voir où ça mène. Donc, pour l'instant, je travaille Palmore et Gerson, les deux decks en parallèle. Et si tu veux, on a fait une vidéo. J'ai joué contre Domino aux Chroniques du Commandeur sur la chaîne des Chroniques du Commandeur dans le Duelist Club. Et donc, il y a une petite vidéo de moi qui joue Palmore contre Domino qui joue Ertai, si tu as envie. Ça montre très bien comment fonctionne. De ce pas la chercher, évidemment. Merci. Vous avez la vidéo en le lien. Je rappelle également, vous avez pour plus de facilité, vous avez le site de Spigush aussi qui recentre toutes les games. Voilà. Plus simple peut-être que le YouTube, mais voilà. Vous avez accès à toutes les games. En vrai de vrai, ce serait cool si Balmor il s'implantait un peu plus. Je trouve que c'est une stratégie qu'on n'a pas, qui avait disparu avec Adélis qui disparaissait au fur et à mesure, qui était un peu existante à un moment donné, mais qui avait quand même pas mal battu d'aile. Et en ayant le vrai avantage d'avoir un général qui est pas aussi, comment dire, qui nous forçait pas autant en termes de build, et, moins contraignant. Ça, c'était un vrai atout. Est-ce que vous avez un autre sujet pour terminer? Moi j'étais sur les tournois, mais si vous avez envie de parler de quelque chose d'autre. J'ai un léger sujet. Du coup, je tiens un Discord avec des gens qui s'appellent Magic Biquette. On parle de Duel Commander. Il fait son auto-promo. Je ne sais pas. Ouais, j'ai fait mon auto-promo. Non, mais tu peux être là, bien sûr. J'en profite. Et je voulais dire aussi, n'hésitez pas à parler autour de vous des endroits où vous parlez de Duel Commander et de Magic en général. Je me suis rendu compte en allant à Strasbourg le week-end dernier, énormément de gens ne connaissaient pas Biquette. Alors déjà, bon, c'est un petit coup à l'écho, mais c'est surtout, je leur demandais, ok, mais tu parles et tu builds avec qui, quand, comment, enfin. Et la plupart me disaient, pas trop. Mais as-tu envie de rencontrer des gens avec qui tu peux parler de ton deck? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Et du coup, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas forcément des places où discuter. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes dans vos LGS, à faire la promo des endroits où vous discutez pour rassembler votre communauté qui peut parfois être éclatée, surtout dans les provinces, comme j'ai pu voir dans le Grand Est, où il y a l'air de ouf à réunir les joueurs qui sont pourtant certainement là, cachés chez eux, à inviter Dans les leurs potes montagnes. pour boire une bière. Non, mais il y en a un, il me disait, j'étais pas au courant avant hier, et en fait, je savais même pas qu'il y avait une organisation près de chez moi. Et mon expérience du Duel Commander, c'est j'invite un pote, on boit des bières et on joue. Et notre seule ressource, c'est MTG Topé. Ouais. En fait, ça me fait tomber des nues d'en être là, mais c'est hyper important d'en discuter et de faire la promotion de vos événements locaux, de vos organisateurs locaux. Beaucoup. Et en parlant de locaux, il y a les Lyonnais. Et même avant ça aussi, c'est aussi encore plus important en Duel Commander, en fait, où il y a très peu de ressources dans le format. Il n'y a aucun il y a aucun très bon joueur en Duel Commander. Donc quand je dis très bon joueur, c'est des personnes qui ont joué plusieurs Pro Tours par exemple,
Et le format, il n'est pas mis en avant, en fait. Sur les streams, quoi, il y a assez peu de streams, il y a assez peu de ressources, c'est compliqué, il y a assez peu de deck tech à trouver sur Internet, comme on peut voir, par exemple, en moderne, où il y aura juste, on va prendre la liste de Gabriel Nassif ou la liste de Pigonti qui va jouer UR Murktide, et on va juste devoir lire ça, refaire les tables side, et c'est bon comme ça, en fait. En Duel Commander, on n'a pas ça, il y a très peu de ressources, et donc les ressources, elles viennent des joueurs eux-mêmes qui vont les partager et qui vont plus créer les ressources en groupe. Donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est qu'on est à la base des ressources nous-mêmes, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose de très gratifiant de pouvoir se dire que, comparé aux autres formats où on va juste écouter les gens et reprendre tout ce qu'ils nous apportent, ici, on va être en même temps à la base de ça et de pouvoir créer des ressources. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant, quoi. C'est un autre système de travailler et de jouer à Magic. Merci encore une fois, vous trois. Merci pour l'invitation. Grand plaisir de vous avoir. Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Bye bye.